Maurice Roux. 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 Du Gers. Du Gers. Dans mes notes. Avec l'accent gascon. Voilà. Ouais, le vrai. Avec plaisir. Que vous parlez par là, occitan, ciboulette. Invité par Diane Sophie, que je ne vous présente pas, qui enseigne à Emma Fruquidor. S'il y a des gens qui ne sont pas des mains ici, mais non, ne me semble pas, donc tout le monde la connaît et l'apprécie. Donc je vous laisse présenter tout ça. Si tu as des éléments biographiques à rajouter sur Maurice, je pense. Oui, bien sûr. Bon. Et puis on va le laisser se présenter lui-même aussi, puisque je vais faire cette conférence dans le cadre du cours, en fait, tout simplement, de sociologie que vous avez tous été amenés à suivre à un moment ou à un autre. Ça va vraiment s'inscrire aujourd'hui, cette conférence, dans ce dont j'ai parlé cette année, surtout avec les deuxièmes et les troisièmes années. Les premières années ont certainement eu déjà une petite idée de ce dont j'aimais parler, mais aujourd'hui, on va continuer à discuter du travail, et notamment du travail de la terre et de la photographie documentaire, puisque c'est celle-là qui nous intéresse dans un cours de sociologie dans une école d'art. Je pense que c'est vraiment là que se croisent les deux approches entre sciences sociales et pratiques artistiques. Et donc, aujourd'hui... Bonjour. Bonjour. Quel honneur. Et donc, plus haut. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ça fait... Non, par contre, David, il faut redescendre. Par contre, je suis désolée. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai invité Maurice à venir discuter. Ça va être une discussion plus qu'une conférence. Donc on innove un petit peu dans l'espace des jeudis matins, là, un nouveau format, je pense. C'est une conversation à partir des photographies que Maurice a des photographies, oui, j'avais peur de dire photo, parce qu'il faut dire photographie, c'est l'écriture avec la lumière. Voilà, donc pas les photos, mais les photographies de Maurice, qui a photographié toute sa vie les paysans, notamment de Gascogne, et dans le cadre de son activité professionnelle, puisqu'il a été inséminateur. Il est aujourd'hui à la retraite. Et ce qui va... Non ? Je continue de travailler. Il continue de travailler. Au dernier souffle. D'accord. Mais en tout cas, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est des photographies que tu as prises plus jeune. Donc, voilà. Je continue. Il y en a qui ont 3 mois. Ce qui m'intéresse aussi, vous voyez, j'ai fait une petite blague par rapport à Fluxus, l'art dans la vie, c'est que, comme vient de le dire Maurice, il continue de prendre des photographies tous les jours. Et ça, c'est quelque chose d'important pour son approche du terrain, entre guillemets, au sens sociologique, et son approche de la photographie. Donc, en parlant d'approche, je voudrais vous montrer, pour ouvrir cette discussion, un extrait d'un film de Raymond Depardon qui s'intitule L'approche, qui date de 2001 et qui vient s'inscrire dans une trilogie de films, Les profils paysans. Donc, l'extrait que je vais vous montrer... C'est une conversation entre un vétérinaire et un paysan à la retraite, mais la retraite n'existe pas pour les paysans puisque bien souvent ils continuent d'avoir quelques bêtes ou des arbres, des cultures. Donc il continue son activité d'éleveur avec quelques vaches. Et donc je voulais vous montrer cette discussion pour ouvrir la séance. Ça dure 7-8 minutes, donc on va regarder ça. Et après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi je pense que ça faisait sens de regarder ça ensemble ce matin. Ensuite, on fera une partie de discussion avec Maurice à partir de certaines de ses photographies. Et puis, ça serait bien qu'on ouvre la parole et que tout le monde participe. Maurice, tu as des choses à... Non, pas du tout. Je voudrais dire à ceux qui veulent écrire que peut-être si on pouvait laisser une lumière en veilleuse pour qu'ils puissent écrire. Oui, juste le film, là. On va montrer le film. Allez-y. Alors, c'est vachement pas pratique. Bon, le passage qui nous intéresse commence juste après. Le passage qui nous intéresse commence juste après, mais c'est pas bien pratique pour sélectionner le passage. Comment vous le trouvez? Elle vient de Saint-Privat, si vous connaissez. Vous connaissez? Oui, ça peut m'aider, oui. C'est bien propre.
Maintenant, des choses propres. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous le prenez chez quelqu'un que vous connaissez? Oui. Oui. Louis Bresse reçoit la visite d'un vétérinaire de Florac, Philippe Dambéra, venu faire un traitement obligatoire dans le département pour le déparasitage des vaches. Vous n'en avez pas, non? Oh, si, non, j'en bois. En mangeant? Ah oui, sinon là, je vois. Mais jamais. Vous n'en avez pas? Oui. À part quand on moissonnait, on a sorti un petit verre là, en principe, qui venait de Sariège. Ah oui. Vous connaissez? Oui, de Florac, quoi. Non, de Florac? Non, de l'Ouest. D'aquí de Sariège de l'Emport. Il n'y en a plus beaucoup qui font des vins ici. Ah non. Oui, Sagnac. Et l'Espagnol qui faisait aussi du pommel, Ils en font toujours un peu, ouais. pas beaucoup. Non. Quelques vignes à Salençon. Quand vous allez sur Montmirail, en face, là. Et puis, mais ils font du vin, quand même, qui est correct. Hein. Même, ils avaient le billet de le trafiquer un peu, mais celui qui ne le trafiquait pas, et c'était des bombettes. Les veaux, vous les vendez quand? Ah, mais j'ai fait mal, je veux le vendre, mais en fait, même il est beau. Donc, Vous les gardez l'hiver, non? Si. ah, je ne sais pas, le marbre, je veux le vendre, les femelles, elles ne font pas bien d'argent. Mais elles vont passer l'hiver ici, alors. Comment? Vous allez les garder cet hiver? Ah, moi. Je sais pas. Ils vont pas partir de suite. Ils vont pas partir de suite. Non. Non. Et les vaches sont pleines en principe? Ah non, Non. je ne pense pas. Peut-être une. Vous n'allez pas garder de taureau? Et non, et non. Et non, je me suis prêté un, mais j'avais de génisses que je ne voulais pas qu'elle prenne le taureau, alors j'ai dit tu le prends, c'est une. Il y en a une qui, la grosse là, elle est venue de peu le jour de Toussaint. J'ai dit c'est pas la peine, le jour avant. Ah oui, pour appeler l'assimilataire, ouais. Et lui demain il ne viendra pas maintenant, quand je me suis aperçu c'était le midi ou. Alors, amen. Avec des vaches et comme un taureau. Enfin, oui, ils sont tous les. Non, mais des vaches qui sont tout le temps dehors, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Sinon, Oui. ça marche, hein, l'assimilation quand même. Oui, je ne veux pas dire que ça ne marche pas, mais il y a aussi des problèmes. Il y en a avec le taureau, mais il y a. Une fois le veau est trop gros. Faut choisir son taureau, hein. Et Faut moi, choisir sa j'ai. paillette. Hein? Faut choisir sa paillette. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai bien eu des problèmes avec l'insémination. J'en ai eu qui n'étaient pas conformes. Ouais, ça vient pour enfin. Je ne viens pas. Il avait le nez là qui était. Il a vécu peut-être plus que celui-là. Il a vécu peut-être une semaine. Et voilà. En principe, les gens ont un taureau. Oui. Il est parti. Passez-moi votre stylo, je vais récupérer les numéros. Si on n'a pas. Onze 64. 88 33. 88 33. C'est qui? Ça c'est le numéro suivant. 0 400 23. Et toi? C'est le numéro suivant, Nathalie.
C'est les chats. Peu importe, on s'en fout. Après. Ça. Ça c'est bon pour le coup. Tenez. Alors attends. Ça va être là. C'est méchant ça. Lequel vous allez lui mettre le numéro? Mais il me semble qu'on doit l'avoir marqué quelque part. Bon, attendez voir. Il va pas assez d'enfer. Attendez voir. Ah ouais, vous savez ça? Vous connaissez ça? Non? Bon, je ne vais pas m'en jamais, là, ouais. Et ça, vous l'utiliserez pour déclarer? Mais non, vous n'aurez pas de naissance. Alors, si vous n'avez pas de naissance, vous ne déclarez pas de naissance. C'est enregistrement. Ceux qui sortent naissance, sortez, entrez. Tous les semaines, il faut renvoyer un papier si vous voulez partir des bestioles. Ah voilà, il est là, mal. Eh oui. 88-37. Alors, comment on compare? 88-37, c'est très bien. C'est quoi ça? Alors ça sera... « 48 116 036 ». C'est ça le numéro maintenant? 48 616. Maintenant c'est identifié comme ça, hein, avec les deux mêmes boucles. En principe il doit y avoir deux boucles. Hein. Il va toujours bien être quelque part dans la même peine. Oui, oui. Une dans chaque oreille et même. C'est ça la vie. Ok, donc je voulais ouvrir sur cet extrait de Pardon pour plusieurs raisons. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, et c'est ce que Maurice a remarqué dans le film, on sent une gêne. Et je pense que cette gêne, elle peut être due à plusieurs choses. Peut-être la première chose, c'est cette caméra de Maurice Depardon qui est rentrée dans cette cuisine. Maurice Depardon nous explique d'ailleurs très bien dans certains de ses écrits, et même dans le film, qu'il a mis beaucoup de temps pour gagner la confiance des agriculteurs qu'il a filmés, à la fois pour apprendre à les connaître, petit à petit les photographier, et dans un temps très long, parfois après plusieurs années de connaissances et même de contact par la photographie, de rentrer dans la cuisine, hein, on est souvent dans la cuisine, dans le profil paysan, dans la cuisine des paysans, et de pouvoir regarder un petit peu leur quotidien. Donc c'est un travail dans le temps long. Je pense que cette gêne, elle pourrait aussi être due finalement à un décalage entre les générations, puisqu'on a cet agriculteur, Paul Bress, qui a plus de 85 ans, et on a ce jeune, ce jeune entre guillemets, hein, ce jeune vétérinaire qui arrive et qui représente tout ce qui a évolué finalement dans le rapport à l'agriculture, avec toute cette paperasserie, notamment quelque chose qui est totalement inédit pour des paysans qui ont toujours fait les choses comme ils les sentaient. Et là, vous voyez bien cette norme qui est imposée par le haut avec tout un tas de contraintes. Peut-être une gêne aussi parce qu'on entend l'accent très fort de Paul Bress. C'est le français, finalement, c'est pas sa langue maternelle à cet homme. Hein, il a son propre dialecte. Alors, je sais pas exactement. Paul Bress, il habite à Grisac, pas très loin de Montpellier.
Donc je ne sais pas exactement quel type de dialecte il parle, mais le languedocien. Le languedocien. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une gêne dans la communication entre ces deux hommes. Et puis, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais il évoque sa méfiance vis-à-vis des techniques modernes d'agriculture, notamment voilà, l'insémination. Il dit « Ah, mais j'en ai eu qui n'étaient pas conformes, ils avaient des soucis, etc. » Donc, on sent vraiment tout ce décalage, je pense, dans ce petit extrait. La deuxième chose qui me semblait importante vis-à-vis de ce film de Raymond Depardon, de ces 3 films, c'est le rapport de Depardon à l'espace rural, au monde paysan et au travail agricole. Pour lui, c'est un retour dans ces films, puisqu'il est lui-même fils de cultivateur, mais qu'il a été finalement incapable de photographier ses parents, leur travail et les agriculteurs finalement de leur vivant, du vivant de ses parents. Et il est retourné à la ferme du Garret, là où il a grandi, finalement après le décès de ses parents, et ça va être un moment important dans sa carrière. C'est un changement dans la manière de faire de la photographie, puisque Raymond Depardon, c'est un photoreporter, il a fondé l'agence Gamma, etc. Il a fait le tour du monde, ses photographies sont connues, surtout pour des photographies de presse. Et là, à partir du moment où il décide de retourner à la ferme du Garret, dans le cadre de la mission de la DATAR, donc pour les 3e années, ça doit vous évoquer des souvenirs. En 1982, il y a une grande campagne qui est lancée pour redonner une image de l'espace rural français par le gouvernement, avec cette mission de la DATAR. Et Depardon décide d'aller photographier la ferme du Garret et il change d'outils, d'appareil photo pour effectuer ce travail. Il va passer à la chambre photographique. Donc ça va finalement beaucoup influencer sa manière, ses intentions derrière ses photos. Donc ça va vraiment être une démarche différente et finalement de nouvelles difficultés se posent à lui et tout un travail, le travail du retour, d'analyse, de réflexivité par rapport à son évolution sociale aussi. Et donc il nous disait, il me semble que c'est en 84 dans une lettre, il expliquait: je travaille depuis quelque temps à un espace plus personnel, lié à mon enfance, avec un matériel de prise de vue différent. J'y rencontre beaucoup de difficultés, de déceptions. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a vraiment un changement de rythme dans sa manière de prendre des photos à partir du moment où il retourne à la campagne, et notamment sur le lieu de son enfance. Donc la première série, c'était La ferme du Garret, et puis cette trilogie de films Profil paysan dans les années 2000 sur une dizaine d'années environ. Donc on y reviendra à ce travail de Depardon. La première chose que je voulais vous expliquer en guise d'introduction, c'est pourquoi c'était important, ça faisait sens pour moi d'aborder le travail agricole, le travail des paysans, dans le cadre du cours de sociologie que j'ai eu la chance de faire ici, à l'école. Il y a plusieurs raisons. La première, je pense que c'est le manque de représentativité. Les représentations, c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé dans le cours de sociologie. Je pense que c'est vraiment par là qu'on peut s'entendre entre étudiants des beaux-arts et entre enseignants de sociologie. La question de la représentation est centrale. Or, les paysans souffrent d'un manque de représentativité cruel. Ils sont absents des médias, mais aussi finalement du travail des artistes bien souvent. Alors même que dans le cours, on a vu que sur la question ouvrière, par exemple, on a énormément de productions artistiques sur ce sujet-là, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des choses sur les paysans. Donc certes, sur l'espace rural, j'ai trouvé beaucoup de choses, surtout dans la veine documentaire des années 80, notamment avec cette mission de la DATAR. Mais finalement, l'influence américaine d'un Robert Adams, je pense que vous avez tous vu, quand vous êtes allés à Paris, l'exposition de Robert Adams au Jeu de Paume, on a une absence de l'humain dans ces photographies. On est vraiment dans une vision documentaire, mais centrée sur le paysage, avec une critique forte, même chez Robert Adams. C'est quelqu'un qui est profondément écologiste et ça se voit dans ses photos. Il y a une critique très profonde du système américain et notamment, finalement, la colonisation par l'homme des grands espaces. Donc, l'absence d'humain, elle se trouve aussi finalement dans toutes ces photographies d'espace rural françaises. On a très peu de représentation des paysans.
Or, c'est toute une catégorie socio-professionnelle, un mode de vie, un héritage, une culture qui est en train de s'éteindre depuis les années 60, et notamment la crise de la reproduction chez les paysans, la crise du célibat qui frappe de plein fouet les paysans depuis les années 60. Sans parler des pressions économiques qui pèsent sur les paysans depuis notamment le passage à une politique agricole commune, avec des paysans qui sont endettés à outrance, jusqu'à 35 ans de crédit sur le dos, parce qu'il faut que les exploitations atteignent une certaine taille pour être conformes aux normes européennes, et donc ça suscite des investissements, donc de l'endettement. Donc une pression économique très forte, et de l'autre côté, un prix des matières premières qui s'effondre, avec des grandes surfaces, la grande distribution qui fait les prix, et non plus les producteurs qui feraient les prix. Donc des paysans qui sont soumis à des pressions économiques, mais aussi à des pressions sur la santé, puisque l'usage des pesticides depuis les années 50 est en train de décimer toute une population par le cancer, par la maladie de Parkinson. Ce sont des choses qui aujourd'hui sont en train d'être reconnues comme des maladies professionnelles, mais qui touchent spécifiquement les agriculteurs et la famille proche des paysans. Et d'autre part, on l'a vu, cette crise sociale avec une reproduction qui ne se fait plus, une transmission de savoir-faire, de manière d'être, de manière de vivre, qui ne se fait plus, puisque la crise du célibat touche les paysans très, très fortement, et donc il n'y a plus d'enfants. Et quand il y a des enfants, il est très difficile de leur transmettre le patrimoine. Donc je pense que c'est pour toutes ces raisons que le sociologue doit s'intéresser aux paysans et fournir des représentations actuelles des paysans, et pourquoi pas certains artistes aussi fournir des représentations de ce monde rural. Et d'ailleurs, à ce propos, je souligne qu'il y a 2 films qui sont sortis très récemment sur cette thématique-là. Donc c'est important de le souligner parce que malheureusement, même quand il y a des représentations, elles sont assez peu visibles. Donc il y a un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle « Il a plu sur le grand paysage » et qui est diffusé dans une seule salle à Paris, qui est une toute petite salle. Donc ça vous montre un petit peu l'intérêt qui est porté à ce genre de film. Et un deuxième qui s'appelle « Les chèvres de ma mère » sur une femme qui transmet son troupeau de chèvres à une autre femme. Donc il y a quand même quelques exceptions en ce moment qui viennent confirmer la règle. Le deuxième point, c'est ce manque de légitimité. Et ça, moi, je l'ai ressenti assez fortement pendant le cours, puisque, surtout chez les 3e années, parce que c'est avec eux qu'on a parlé de ces questions-là, j'ai eu beaucoup de « oui, ton cours est intéressant, mais c'est pas mon sujet préféré quand même, les paysans ». J'ai trouvé ça très étonnant, très étonnant, et en même temps, ça l'est pas du tout, parce qu'il y a quand même une grande partie des étudiants qui sont issus de ce monde rural. Hein, j'avais fait un petit sondage au début du cours et on était presque 50% dans la classe à avoir des gens très proches dans notre famille qui sont paysans ou qui ont été agriculteurs, des grands-parents, etc. Donc je pense que c'est très révélateur, ce manque de légitimité à parler de ça dans un cours de sociaux, en école d'art. Vous ne voyez pas pourquoi ça fait sens de parler de ça. Pour moi, c'est révélateur de quelque chose. Il y a certainement un refoulé, quelque chose ici à chercher. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je continue à vous en parler, malgré peut-être le manque d'intérêt, mais on va essayer aujourd'hui de rendre ça encore plus concret avec le témoignage d'un acteur de ce terrain-là, de quelqu'un qui a produit des représentations de ce monde-là et qui pense son art comme un artisanat, donc qui a une fonction, et cette fonction, c'est certainement la transmission, le témoignage de quelque chose, l'enregistrement de quelque chose, et comme je vous l'ai expliqué, de quelque chose qui est en train de disparaître. Donc pourquoi avoir invité Maurice Roux ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il illustre vraiment bien, à mon sens, cette veine documentaire dont je vous ai parlé cette année, et je vais essayer, dans la présentation de ces images, de toujours faire des liens entre ces photographies et celles qui sont issues de la veine documentaire des années 30, donc Auguste Sander et Walker Evans pour les principaux représentants, en tout cas ceux qui m'ont intéressé cette année. Donc Maurice a fait un travail de terrain au sens sociologique, hein, c'est un petit peu trop pompeux je pense pour lui, mais il connaît ceux qu'il a photographiés, hein, ceux CE et ceux CEUX, vraiment il connaît, ce sont des amis, c'est sa vie, c'est bien ça qui va nous intéresser. Et ça peut nous rappeler finalement certains clichés d'Auguste Sander au tout début de sa pratique,
quand dans les années 10 à 14, il photographiait les paysans encore dans leur milieu, chez eux, hein, devant leur maison, dans leur jardin. Donc Maurice, c'est pareil, il s'est rendu sur le terrain, il n'a pas fait venir les paysans dans un studio pour les photographier en ville, loin de chez eux, mais plutôt il les a photographiés pendant leur travail, dans leur maison, dans leur champ, etc. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ça peut nous rappeler aussi certains clichés de Walker Evans, notamment quand il s'est rendu en Alabama en 1936 pour photographier les métayers, les familles blanches pauvres, métayers qui cultivaient des terres qui ne leur appartenaient pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Les photographies de Maurice que je vais vous présenter sont en noir et blanc. Elles présentent un certain nombre de caractéristiques du style documentaire, la frontalité, un travail de pleine lumière et peut-être le travail de la pose. On en parlera après, comment il a pensé le travail de la pose. Je pense aussi que l'intérêt de faire venir Maurice pour discuter aujourd'hui, même si là ça s'apparente plutôt à un monologue, j'en suis bien consciente, mais on arrive à la fin de cette introduction, c'est qu'il pose la question de l'art et plus particulièrement de la photographie chez les paysans. Et c'est une question à laquelle Pierre Bourdieu a tenté de répondre. Pourquoi si peu d'usage de la photographie chez les paysans, mais plutôt une consommation et une consommation sélective, avec notamment les photographies de mariage, qui sont plutôt plébiscitées. C'est-à-dire on fait venir un photographe professionnel de la ville qui va faire poser l'ensemble de la communauté pour enregistrer un moment bien particulier comme celui du mariage. Pourquoi si peu de producteurs de photographies chez les paysans? Comment l'expliquer? Et lui, il va postuler que c'est le système de valeurs auquel les paysans participent qui leur interdirait, entre guillemets, de devenir des producteurs. Donc Pierre Bourdieu fait tous ces développements parce que lui-même, il est fils de paysans, il vient du Béarn, donc voilà, c'est pas très loin de chez Maurice aussi, il connaît bien ce terrain-là, et il a lui-même pratiqué la photographie, Pierre Bourdieu, donc c'est vraiment pour ça que ça faisait sens de parler de lui. Donc il nous explique que chez les paysans, la photographie est considérée plutôt comme un luxe. Il parle en 1965, hein, les choses peuvent avoir changé et peut-être que ton expérience est différente d'ailleurs, Maurice. Ça serait intéressant de voir ce que tu en penses. La photographie, à l'époque, à l'Esquire, donc c'est le village dans lequel il a fait cette étude de terrain, qui est le village d'où il vient, la photographie est considérée comme un luxe par le paysan. Dans l'éthos paysan, les dépenses consacrées à l'extension du patrimoine et à la modernisation de l'outillage passent avant toute autre dépense qui serait des dépenses de consommation ou bien des dépenses de luxe, donc comme la photographie. L'innovation paraît toujours suspecte car elle dément la tradition et ça pourrait aussi expliquer cette espèce de suspicion à l'égard de la photographie chez les paysans. On y verrait en fait une volonté de se singulariser, l'expression d'une distinction qui est assez malvenue au sein d'un groupe qui est formé en communauté. Hein. On n'est pas encore dans la grande ville où chacun ignore l'autre. Hein. On ne connaît pas la vie de l'autre dans les grandes villes. Dans un village, en milieu rural, chacun connaît parfaitement la vie de l'autre, sa généalogie, ses manières de vivre, de penser. Donc cette singularisation serait finalement malvenue au sein d'un groupe formé en communauté et qui a pour principe l'égalitarisme. Et d'ailleurs, c'est une valeur qui te tient beaucoup à cœur, l'égalité, Maurice. Donc il y aurait toujours le soupçon qui pèserait sur le photographe que cette innovation ne serait qu'ostentation. Donc ça, c'est quelque chose de central dans cet article, le paysan et la photographie. S'il vous intéresse, je peux vous le donner. Je l'ai sur l'ordinateur. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense qu'il était important de faire venir Maurice. Et la dernière, c'est donc cette boutade par rapport à l'art dans la vie. Je pense que Maurice vit son art au quotidien, la photographie en même temps que sa vie, il n'y a pas du tout de séparation. Et s'il a diffusé ces images principalement auprès de ceux qu'il a photographiés, c'est-à-dire que Maurice a beaucoup donné les photographies à ceux qui ont été photographiés, il a aussi participé des mondes de l'art en faisant des expositions dans des galeries de photographie, notamment à Toulouse. C'est ça? C'est bien ça. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que moi, à mon sens, en tant que sociologue, je te considère comme un artiste. Et toi, tu considères que tu es un artisan. Pas du tout. Voilà. Donc, cette idée de l'artisanat, elle m'intéresse aussi parce qu'on a un certain nombre d'étudiants
qui ont une réflexion par rapport à l'artisanat. Donc Benjamin qui a fait un stage en lutherie, Laurie qui veut aller chez un artisan de vitraux. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant finalement de parler de cette question de l'artisanat aujourd'hui. Donc la discussion commence maintenant. Maurice, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche, comment tu es arrivé à la photographie, pourquoi tu as photographié les paysans et finalement comment tes images ont été diffusées? Bon, on me donne la parole, je vous remercie de m'écouter, je vous remercie d'être venu. Je vais essayer de vous transmettre la passion que j'ai, non seulement du monde rural, et surtout du monde rural, mais surtout avec ça, la photographie qui est un moyen d'expression, et sans parler que, en plus de la photographie, j'ai eu la chance d'enregistrer des gens extraordinaires, et je pense que c'est encore plus prégnant de rencontrer, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais je vais vous le dire quand même, je ne regarde pas derrière, je regarde devant. Et j'espère que vous serez devant moi et que vous allez participer à la discussion, parce que je ne veux pas être tout seul, je ne veux pas vous faire un exposé monolithique. Je voudrais vous parler de ce que j'ai ressenti dans la vie en travaillant avec un magnétophone. J'ai commencé à travailler avec un magnétophone vers 1950. J'ai rencontré le Moyen-Âge. C'est terrible, rencontrer le Moyen-Âge. Des gens qui fauchent à la faux, des gens qui travaillent à la charrue, des gens qui étaient des cracks, qui étaient des génies de leur travail, mais qui ne le savaient pas, qui ne voulaient pas qu'on le sache. Et le monde gascon est un monde qui est en train de disparaître en majorité. La langue qui se parlait encore il y a 30 ans est en train de diminuer. Et c'est très dommage. Et pourtant, j'ai 4 enfants, il y en a 3 qui me parlent, et j'en suis très fier. Et c'est une... Parce que je vais vous sortir... en priorité, cette phrase de Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel d'Occitanie avec Mireille, et qui a dit « qu'était la langue, ten la clau ». Vous avez compris ce que ça veut dire? Ceux qui le savent, levez le doigt, ceux qui le savent. « Qu'était la langue, ten la clau ». Il n'y en a pas beaucoup là. Qui tient la langue, tient la clé. Si vous avez une langue, gardez-la. Gardez la langue de vos pères, de vos grands-pères ou de vos oncles qui ont été en Italie, au Japon ou ailleurs. Votre langue, c'est une clé. Vous ne parlez pas de la même façon, avec la même philosophie quand vous parlez votre langue avec vos enfants ou avec vos amis ou avec les gens que vous rencontrez. Je vais au marché tous les lundis, il y a un marché magnifique et je ne parle longuement qu'avec les gens qui me parlent gascon parce que c'est une merveille. Vous êtes éclairé par cette langue qui vous porte, où il y a 200 000 mots. Il y en a 150 000 en languedocien. Et tout ça, ça sert. Il faut s'en servir. On a des armes, on a des outils pour labourer la terre. C'est la terre de la culture. Et voilà, je ne veux pas faire un discours de curé, je ne sais pas faire. Mais je ne regarderai pas beaucoup en arrière. Je vais vous parler des gens que j'ai rencontrés, qui, à 30 ou 40 ans, vivaient encore en autarcie. L'autarcie, c'est le travail en petit. La monoculture n'existait pas, il n'y avait que de la polyculture, il y avait des vaches, il y avait des vignes, il y avait des vieux dans les maisons qui travaillaient jusqu'à plus être, jusqu'à 95 ans et plus, parce qu'on vit très vieux chez nous. On mange bien, on vit bien, on a une philosophie de paix et de joie de vivre. Je pourrais en faire un discours là-dessus, mais ce n'est pas le jour. Je voudrais, elle m'en veut parce que je n'ai pas des feuilles pour parler, mais je m'en fous des feuilles. Ce n'est pas mon truc. Je voudrais vous parler... nous aussi, on n'est pas là pour ça. Voilà, je vais vous parler de la photographie. J'ai commencé avec je voulais être dessinateur. Mes parents me disaient pas un métier. Mes parents étaient arboriculteurs. J'ai vécu sur une propriété de 9 hectares de terre. Mon père avait la folie du travail parce qu'à 8 ans, il avait été orphelin. Son père avait été tué par un coup de pied de cheval alors qu'il était charcutier. Il a fallu qu'il travaille de tout petit. À partir de 9 ans, il faisait des tricots. À partir de 10 ans, il faisait des tricots industriels à une énorme machine que j'ai vue chez moi, une machine à tricoter. Et il vendait les produits de son jardin. Et il n'a jamais voulu donner les produits de son jardin parce que le fantasme que les légumes doivent faire vivre une famille. Bon, ça je l'ai vu. Et moi, je ne fais pas pareil, je les donne beaucoup et c'est très intéressant. J'ai un beau jardin parce que, je vais vous dire, c'est un peu méchant, mais c'est très joli. Il y a un proverbe chinois qui dit, excusez-moi pour ceux qui le vivent à l'envers, mais moi je le vis à l'endroit. Si tu veux être heureux 3 mois, tue le cochon.
les jambons, les saucissons, tu manges ça, tu es heureux. Si tu veux être heureux toute la vie, marie-toi. Le mariage, la lune de miel, les bons moments de la vie, bon, on y perd une liberté, mais on est heureux quand même, parce que c'est la vie, parce que c'est la société qui est comme ça. Et si tu veux être heureux toute la vie, travaille le jardin. Ça me convient très bien. J'ai essayé de vivre libre, et je le suis encore, et je le vis, je peux dire des mots en 5 lettres que je ne dirai à personne, mais que je pense. Et je m'éloigne des gens avec qui je pourrais être fâché. Je ne suis fâché avec personne, je peux les faire manger quand ils veulent, ou demain s'ils veulent. Et je vis une vie de grande liberté, et c'est bien. Et d'ailleurs, Maurice, par rapport à cette liberté, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui étaient branchés sur France Culture dimanche, mais il y avait une super émission avec le réalisateur de Mondovino, donc sur le monde de la vigne, et qui expliquait que si on s'acharne aujourd'hui sur les paysans et si cette culture est amenée à disparaître, comme je le disais un peu en introduction pour toutes ces raisons-là, c'est peut-être parce que les paysans, c'est la catégorie socio-professionnelle, la catégorie sociale la plus libre. Voilà, donc cette idée de liberté, elle est centrale aussi chez les paysans dans le monde rural. Je partage l'idée de Diane, parce qu'un paysan, il peut travailler un jour où il ne devrait pas travailler, mais il travaille parce qu'il faut travailler, et le lendemain, il s'en va au marché parce qu'il a une vie sociale, une liberté dans la rencontre des gens, et ça, c'est admirable. Et les marchés se perdent. Quand je vois toutes les villes et les villages qui étaient des métropoles, où il y avait des cornières, où il y avait des marchés couverts, puisque les cornières servaient les arceaux autour des mairies, ou des trucs comme ça, ou des halles, servaient de protection à la pluie au mauvais temps. Et le marché était très important parce qu'il faisait vivre l'autarcie. À Samatan, on a un marché où il y a 200 à 300 commerçants ambulants. Ils ne veulent pas s'appeler forains parce qu'ils ne sont pas des forains. Mais ces gens vendent très bien les jours où les produits se vendent bien. Maintenant, il n'y a pas de produits qui se vendent bien, tout se vend mal. Malheur aux petits, les petits commerçants, les petits artisans, les petits paysans sont massacrés. On est dans un système, le plan Manchol, ça a été de faire supprimer les petits paysans. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Et je compatis. Et si vous pouvez écouter une émission à la radio que je vous conseille de tout mon cœur, c'est Terre à Terre avec Ruth Stegassi le samedi matin à France Culture de 7h à 8h. Il faut se lever, mais ça vaut le coup. Et cette femme, vous pouvez le podcaster si vous voulez, mais l'écouter, c'est autre chose. Et cette femme parle de la dureté de la vie actuelle pour les petits. Les petits, les gros, on ne s'en tracasse pas. Pour les banques, pour les capitalistes, pour les gens qui ont des actions, tout marche bien. Mais il y a de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de petits qui vivent dans la difficulté. Mais la photographie, c'est mon bonheur. La photographie, donc tu as dit que tes parents ne voulaient pas que tu sois dessinateur, c'est ça? Voilà, ils ne voulaient pas que je sois... Et donc tu t'es tourné vers la photographie, c'était plus accepté Non, je l'ai fait à 20 ans, j'ai acheté un 6.6, un Semflex, puis après j'ai eu la chance... Et comment tu as eu cette idée-là d'acheter un appareil photo? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Et pourquoi on a envie de faire des choses? C'est parce qu'on peut s'exprimer. Puisque je n'avais pas le dessin, je n'étais pas passé aux Beaux-Arts de Chalon. Alors je ne pouvais pas m'exprimer ce côté-là. D'accord. Voilà. Mais, donc tu as acheté un petit appareil et tu as commencé à faire pas un petit appareil, un 6.6, c'est un appareil professionnel. Et après on m'a prêté un Rolex qui est une merveille absolue. Et pendant 2 ans, entre 1979 et 81, j'ai fait une moisson de clichés terrible. C'est top. Et un relais à mon objectif. Voilà, j'ai essayé de suivre mon chemin, je trouve que c'est bien, ça me convient. Et tu photographiais tous les jours? Je photographiais tous les jours. J'ai amené mon appareil, je lui avais dit à celui qui me l'avait prêté, qui était un directeur d'une grosse entreprise, et il m'a dit ne me le prête pas Pierre, j'ai la voiture toujours ouverte, je ne suis pas ordonné, je suis très désordonné, j'en suis fier parce qu'il faut avoir des défauts. Et le proverbe dit, Gascon, il dit mais l'arbre est bête, mais l'ombre est grande. Plus l'arbre est haut, plus l'ombre est immense. Vous ne pouvez pas avoir des grandes qualités, des petits défauts. Vous avez des grands défauts, il faut les accepter, pas en être fier, mais on les a. Et vivre avec ça, c'est comme le proverbe qui dit lucere putego contre l'utens, personne celui qui râle contre le temps, personne temps, ne râlez pas contre le temps. Vous l'avez, vous le prenez, vous êtes en vie. Et moi qui suis tombé de 11 mètres de haut en 1977 et qui suis resté 7 mois et demi à l'hôpital avec la colonne vertébrale cassée et le foie éclaté, et qu'on m'a dit que j'allais crever, et après on m'a dit que je ne marcherais plus, et je refais tout, et je suis heureux, je chante tous les jours, et ça c'est important. Je pense qu'il faut
vivre la vie. Et ma grand-mère disait, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et ça, c'est important de le penser comme ça. Si vous prenez la vie à l'envers, c'est de râler, c'est d'être... il faut essayer de gommer ces choses-là. C'est essentiel pour moi. Et tu as commencé tout de suite par photographier les paysans. Alors, tu travaillais déjà à cette époque en tant que... Non, j'ai photographié les oiseaux. Puis je me suis aperçu que les oiseaux, tout le monde en ferait des photographies d'oiseaux, alors que je photographiais les paysans et que dans 30 ans, il n'y en aurait plus. Et je suis tombé sur cette ligne descendante qui est terrible de voir que, autrefois, je vous dis, des paysans, il y avait des vignes, il y avait des bois, il y avait des haies, il y avait des gens qui travaillaient jusqu'à l'âge le plus vieux, il y avait des vaches, et maintenant tout ça, une propriété se vend maintenant à des prix fous, et les gros, ils sont avec les doigts accrochés pour acheter toujours plus gros, et ils passent avec des tracteurs de 200 chevaux, et ils ne s'arrêtent pas, ils tournent la tête pour ne pas avoir à vous dire bonjour, même si c'est exagéré. Mais les petits paysans s'arrêtaient, ils discutaient un quart d'heure. Voilà. Et quand tu photographiais un paysan, donc d'abord c'était des gens que tu côtoyais au quotidien, soit pour ton travail, soit parce que c'était des connaissances, et tu leur donnais aussi tes images. Je leur donnais toujours l'image. Je leur donnais toujours. Et quelle était leur réaction quand tu donnais Ah ben ils étaient contents. Ils me donnaient une paire de poulets. Il y avait un troc, il y avait la valeur du troc. Le don et le contre-don, le système dont je vous ai parlé, qui marche vraiment bien dans l'espace rural, jusqu'en 1945. Il n'y a pas d'argent qui circule au sein d'un village. C'est uniquement des dons et des contre-dons. Donc c'est intéressant de voir que Maurice, qui pense sa photographie comme un artisanat, donc quelque chose qui aurait une fonction, plus que comme de l'art, mais comme de l'artisanat, une certaine fonction, c'est effectivement, ça rentre dans ce système de dons et de contre-dons. Exactement, ça, exactement. Et ça, c'est magnifique. Et même... Une question à vous poser. Ah, c'est gentil, je t'écoute. Donc à cette époque, si j'ai bien compris, les images sont vraiment des images personnelles. Pour moi. Pas dans un magazine ou Pour moi, non, j'ai toujours refusé d'en donner. Toujours refusé de les vendre. Mais j'ai fait des trocs. Par exemple, avant de venir ici pour me donner... Il était inséminateur, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas bien Je baladais, j'ai eu 13 de chevaux, je connais la de chevaux par cœur. J'ai passé mon enfance avec un inséminateur les mercredis après-midi. Et quel souvenir tu en gardes? C'est à peu près de quoi vous parlez, le Moyen-Âge, je l'ai vu aussi. Ah ouais, c'est terrible. En quelle année? C'était en 75. Ah ouais, c'est terrible. Là. Ah ouais, tu as connu le plus beau. Ah ouais, et puis maintenant, ils courent comme des galériens, c'est une folie. C'est plus un métier, c'est une galère. D'accord, donc financièrement, c'était l'insémination qui vous... Tu étais dans quel coin? D'où le rapport de dons et de... Tu étais dans quelle région tu as fait ça? La Côte d'Or. La Côte d'Or, ah oui. Eh bien, c'est bien, on est frères. Ça, c'est... J'ai amené ma gosse de 3 semaines à 3 ans, personne ne l'a fait. Je vois à peu près ce que c'est. Ma gosse qui est là avec le bébé dans les bras, elle est venue exprès de Paris pour participer, et j'espère qu'elle y participera, parce qu'elle a des choses à dire. Un jour, il y a une femme qui lui dit, qui c'est, qui me dit à moi, sur le marché de Saint-Martin, Lucienne, elle s'appelle Claramont, c'est un beau nom, la montagne éclairée. Et elle me dit, qui c'est cette jeune fille qui est si mignonne, qui est avec vous? Je lui dis, la fille en question. Et alors, je lui dis, c'est ma fille. Comment c'est votre fille? C'est Béatrice. C'est Béatrice? Et oui, c'est moi, Béatrice. Elle dit, mais ma petite, quand tu étais petite, que tu avais 1 an, ton père te mettait sur le capot de la de chevaux, il te changeait les culottes, et il me donnait le biberon, il me disait, donnez-lui, je reviens dans 1 heure ou 1h30, je vais chez un tel, et montrez-lui les lapins, les vaches. Et cette gosse a vécu de 3 semaines à 3 ans avec moi tous les jours. Et c'était extraordinaire pour moi. Ça, c'était extraordinaire. J'en parlerai pas plus longtemps, mais c'est bien. D'accord. Donc je pense qu'on va commencer à regarder les images, les photographies de Maurice. Donc la première que je voulais vous présenter, donc j'ai fait en fait une petite sélection à partir des thématiques qu'on a pu voir en cours ensemble, ou bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours cette année, des thématiques qui se raccrochent à la sociologie et aussi à l'histoire de l'art, et notamment l'histoire de la photographie documentaire à partir des analyses d'Olivier Lugon. Donc la première photographie, Maurice, c'est celle-là, la famille interrompue. Est-ce que tu veux en dire un mot, nous expliquer ce qu'on voit sur l'image ou... Oui, mais je voudrais que ce soit mon frère dans les séminations. C'est Bruno. Bruno, parle-nous de cette photographie, comment tu la ressens, s'il te plaît. Du lourd, là. Après, je te l'expliquerai. Pour moi, c'est une des plus essentielles. Je veux dire, je sais très bien de quoi vous parlez. Je l'ai
Ah oui. Moi, j'étais pas en 2 chevaux, j'étais en 4L, donc un petit peu plus moderne, mais voilà, et ces gens-là, je les Oh, c'est pas dit, ça. connus, c'est tout. Oui, C'est voilà, une erreur. j'étais très Là, bien. de chevaux est Non, beaucoup alors, plus moderne. par rapport au titre, en fait, on a une indication, en fait. La famille interrompue, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'il peut y avoir sur cette photographie pour que Maurice l'ait titré La famille interrompue? Je vais vous en donner les clés quand même avant pour vous. Oui, mais attends, il y a une Hein étudiante Oui, qui veut... j'écoute. qu'à un certain niveau de la génération, le métier ne s'est pas retransmis. Enfin, peut-être que- enfin, Alors, ouais, c'est une piste. Absolue, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que André, qui est appuyé, qui caresse le chien et qui appuie sur cette merveilleuse treille qui est morte maintenant, il vient de perdre sa femme, il est veuf. Rosa, sa mère, dit à son mari, Membao ajuda l'André. Je vais aider André. Je vais aider André. Ajuda, excusez-moi. Je fais une faute. Le français ne m'intéresse pas. Et je vais aider André. Elle laisse son mari et elle vient dans cette maison, dans le village de Kadeya, qui est un village magnifique, avec des maisons en cailloux, en fougères, magnifiques. Elle vient aider André. Elle a 95 ans. Elle vient aider André. Elle lui fait la cuisine, elle lui fait le ménage, elle lui fait la vaisselle. Et elle fait vivre cette famille. Jacques, le fils, qui sur ma photo est à droite, mais je pense que pour moi, pour vous, il n'est pas à droite. Si, il est à droite. Oui. Il est célibataire. Il ne s'est pas marié parce que, comme disait Diane, le mariage, on ne se marie pas avec un paysan, c'est un sale métier. Et si vous lisez le dictionnaire Robert, qui fout la plus grande saloperie du dictionnaire sur le mot patois, ces gens parlaient patois. Langage grossier des populations arriérées et généralement intellectuellement en retard. Exemple, l'âne dit en son patois, La Fontaine. Je voudrais vous le lire, je l'ai là, elle va nous le lire. Voilà, il vous semble que c'est des mots en l'air, mais je pense que je l'ai là. Ouais, voilà, tiens, lis-le, c'est horrible. Horrible. Alors, patois, et donc la phonétique, non masculin, vers 1285, d'après... Voilà, mais alors c'est un peu coupé ton truc. Oui, Qui exprime la grossièreté des gens qui parlent ce langage. Parler local, employé par une population généralement peu nombreuse, souvent rurale, et dont la culture, le niveau de civilisation sont inférieurs à ceux du milieu environnant, qui emploient la langue commune. Bon, oui, d'accord. Voilà, C'est terrible. exemple, l'âne dit en son patois, La Fontaine, vous avez compris, quoi. Mais les formules ont changé d'un dictionnaire à l'autre et d'une année à l'autre. Ça, c'est la formule du Robert en 5 volumes. En tout cas, pour revenir à cette photographie de la famille interrompue, moi, ce qu'elle m'a évoqué en premier, en fait, quand tu me l'as montré la première fois, Maurice, c'est vraiment cette idée d'une rupture dans la famille, cette question du célibat chez les paysans. Parce que moi, j'avais lu cet ouvrage, Le bal des célibataires. Je ne sais pas si Léo est là aujourd'hui. Non, Léo. Qui l'a lu aussi. Certains d'entre vous l'ont lu pour la fiche de lecture. Donc, Le bal des célibataires, c'est un ouvrage de Pierre Bourdieu, issu donc de cette société paysanne en Béarn, qui retourne dans son village natal de l'Esquire et qui décide de faire une enquête sur ce phénomène, cette crise du célibat chez les paysans. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette idée lui vient en regardant une photographie. La photographie de classe de quand il était jeune, qu'il était à l'école de l'Esquire. Et je voulais vous lire cette petite citation. Il nous dit « Je repense à ce qui est dans l'introduction, en fait, dans la réédition du bal des célibataires. Il nous dit « Je repense à ce qui a été à l'origine de l'enquête. La photo de ma classe qu'un de mes condisciples, petit employé à la ville voisine, commente en scandant impitoyablement « Immariable » à propos de près de la moitié des présents. Je pense à tous les entretiens, souvent très douloureux, que j'ai menés avec de vieux célibataires de la génération de mon père, qui m'accompagnait souvent et qui m'aidait par sa présence et ses interventions discrètes à susciter la confiance et la confidence. Je pense à ce vieux copain d'école que j'aimais beaucoup pour sa finesse et sa délicatesse quasi féminine, et qui, retiré avec sa mère dans une maison magnifiquement tenue, avait inscrit sur la porte de son étable les dates où lui étaient nés des génisses et les prénoms de jeunes filles qu'il leur avait donnés.
Et la retenue objectiviste de mon propos tient sans doute, pour une part, au fait que j'éprouve le sentiment de commettre quelque chose comme une trahison, ce qui m'a conduit à refuser jusqu'à ce jour toute réédition de textes que la publication dans des revues savantes à faible diffusion protégeait contre les lectures mal intentionnées ou voyeuristes. Donc je trouve déjà cette citation est très belle. Vous voyez que le sociologue situe son propos, toujours, il nous explique d'où il parle, quel a été le but de son enquête. Et c'est ce qu'on a eu du mal à vous faire faire dans les mémoires, par exemple, un peu de réflexivité. C'est essentiel pour qu'on comprenne votre propos. Donc Pierre Bourdieu, en regardant cette photo de classe, se rend compte que la moitié de ses camarades qui sont restés des paysans, lui, il a quitté le bourg, il est allé au collège, puis au lycée, puis il est monté à Paris. Il a toujours gardé son accent, d'ailleurs, il en était très fier, c'était quelque chose d'important pour lui, pour revenir sur cette question de la langue. Et il revient à l'Esquire, il voit cette photographie et il s'interroge. Comment ça fait sens que tous ces paysans soient célibataires? Et donc il mène cette enquête, et cette crise, elle est due à plusieurs facteurs. Mais la modernisation, le fait qu'on envoie les jeunes à l'école, donc c'est-à-dire qu'ils vont se rendre au bourg pour aller au collège, au lycée, et donc après revenir au lieu d'habitation des parents, c'est un peu compliqué, ça fait peut-être pas trop envie, alors qu'avant, à partir de 14 ans, on commençait à travailler sur l'exploitation. Donc tout ça, ça va être des limites finalement à la reprise des exploitations par les jeunes hommes, mais aussi pour ceux qui reprennent, la difficulté de faire revenir des jeunes filles qui sont parties au bourg pour étudier les arts ménagers, ce genre d'études qui étaient réservées aux jeunes filles à l'époque, les faire revenir à l'Esquire et vivre cette vie de paysan qui est une vie de souffrance, il faut être clair, c'est une vie de liberté, mais c'est une vie très difficile, c'est beaucoup de travail, en tout cas, c'est pas beaucoup d'argent, donc c'est déjà pas mal, en tout cas, ça n'attire pas les jeunes filles pour revenir à l'Esquire. Donc, cette crise du célibat, et finalement, je pense on peut la ressentir dans cette photographie avec cet homme, ses culottes courtes. En fait, c'est ça aussi, qui nous donne une indication. Cet homme qui est en short, je trouve, il y a quelque chose de l'ordre de... Il est encore un enfant, quelque part, sur cette photo, j'ai l'impression. Donc, ça, c'était la première image, la première piste que je voulais vous donner par rapport au lien qu'on peut tisser entre les photographies de Maurice et ce qu'on a vu pendant le cours. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais... Non, je voudrais dire que j'ai été à l'enterrement de Rosa. Tout le village était là, tout le monde pleurait, moi le premier. Et on a su qu'elle avait donné une partie de sa vie à cet âge où on n'a pas envie pour les soutenir. Et c'est bien, c'est pas les discours, c'est pas les paroles, c'est l'action. Et Rosa, tu l'as photographiée... Du milieu, j'ai fait 10 photographies qui sont toutes essentielles. Je pense qu'on va en voir une de ses mains, non? Oui, sûrement. Donc, les photographies de main, d'ailleurs, parlons-en. T'en as réalisé pas mal. Marcel de Caillouette, les mains de Marcel de Caillouette. Caillouette, c'est le lieu-dit, ça veut dire le petit caillou. Comme tout à l'heure, Esquire, dont parlait Diane. Esquire, ça veut dire la sonnaille que l'on met, c'est pas une cloche, sonnaille que l'on met au cou d'une vache et que l'on fait dans un moule anglaise. On ne fait cuire pas anglaise, Grande-Bretagne, pas du tout. Et c'est une énorme... Et le jour où on m'a fait le plus grand cadeau de ma vie, c'est le jour où le berger est mort. Et un mois après, le frère, qui est Jean-Louis, me dit « Oh Maurice, sai a casa, as caucunendatu, as un présent. Maurice, viens à la maison, il y a un cadeau pour toi. » Et il me donne une métal. La métal, c'est la plus grosse. Il y a la truc, le trucou. La métal, le métallou, l'esquire, l'esquirou. L'esquire, c'est le nom de la sonnaille, presque la plus petite. Et après, l'escril. Bon, ça, c'est les noms en béarnais. Et ça s'est perdu. Mais il y a quand même un esquiré à Naï, un village qui est à côté de Tarbes. Et il m'a donné une sonnaille. C'était toute la vie de Prosper qui me donnait un signe d'amitié, qui avait été berger avec moi, que j'allais voir, qui me parlait toujours béarnais. Ça, c'est inoubliable. J'ai envie de pleurer une main, c'est comme ça. Les mains de Marie-Louise aussi, tu veux voilà. en dire quelque chose? Marie-Louise, oui. Une femme, j'ai vu 5 générations dans cette maison. Calculé 5 générations. La maison s'appelait l'Espérou. L'Espérou, ça veut dire la bogue de la châtaigne. C'est-à-dire le même nom pour les éperons que pour la bogue de la châtaigne qui pique pareil. Une pique le ventre du cheval et l'autre pique dans les mains quand on les a.
c'est à l'Espérou, elle s'appelle. Et je l'ai photographiée en train de ramasser des choux, des énormes choux, et elle se met la main sur le ventre, et Jean Dieuzel, qui a été mon maître en photographie, j'en ai eu 4 ou 5 qui n'ont pas été mes maîtres en photographie, je n'ai eu que Jean Dieuzel, et il me disait, celle-là je la garde parce qu'on dirait que les choux faisaient mal à l'estomac, mais c'est un amusement. Donc les photographies de main, en fait, la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle aujourd'hui, Maurice en a fait beaucoup et c'est un courant, en fait, les photographies de main, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la photographie documentaire. Donc je vous ai dit, il y a beaucoup de pistes de réflexion dans cet ouvrage d'Olivier Lugon, Le style documentaire d'Auguste Sander à Walker Evans, 1920-1945. Et il y a tout un chapitre qui est consacré à la chirognomonie. Donc je vous ai beaucoup parlé de la physiognomonie, cette idée qu'on pouvait lire dans les traits du visage la personnalité. Et donc ça a été utilisé notamment beaucoup dans les années 20-30 en se disant qu'en photographiant la population, on pourrait avoir les signes avant-coureurs de ce qui se passait, d'une crise. Auguste Sander s'en est beaucoup servi, entre autres. Mais il y a un sous-champ de la physiognomonie qui est la chirognomonie. Donc la chirognomonie, c'est l'idée de photographier les mains et de voir dans les photographies des mains les caractéristiques de la personne, ses caractéristiques sociales, mais aussi ses traits de caractère, etc. Donc la physiognomonie des mains, selon Olivier Lugon, cette physiognomonie des mains va marquer de la façon la plus exemplaire le courant documentaire. Il y a toute une vague autour de 1930, donc la première trace qu'on trouve, c'est Albert Rengarpatch en 1925 qui photographie les mains d'un potier et cette photographie va être très appréciée par le public et on a ensuite toute une vague de portraits de mains avec des ouvrages, des publications spécialisées sur le sujet. Donc Albert Rengarpatch, il fait partie du courant de la nouvelle objectivité en Allemagne, il a vécu jusqu'en 1966. Et fort du succès de cette photographie des mains d'un potier, il va concevoir un projet sur les mains au repos ou au travail. Et il a publié un ouvrage dont je vous ai mis un extrait ici, Hände, donc les mains, qui est une collection de mains de différents métiers, présentées frontalement à l'appareil, donc vraiment comme des portraits de visage finalement, et dont la légende indique au lecteur la profession de celui dont les mains sont photographiées. Donc vous avez ici un photographe et ici un employé de bureau. Donc d'ailleurs, on retrouve cette typologie professionnelle de la main chez Auguste Sander dans son projet « Les outils organiques et inorganiques de l'homme ». Auguste Sander, je vous en ai beaucoup parlé cette année, c'est quelqu'un qui a photographié le travail, la manière de travailler, les différentes catégories socio-professionnelles dans l'Allemagne contemporaine de 1914 à peu près, jusqu'à 1940, son travail a été bien coupé par les deux guerres mondiales. Et donc, lui aussi, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et en s'intéressant aux outils organiques et inorganiques de l'homme, il va à la fois photographier les marteaux, les balais, etc., mais aussi les mains. Donc ici, il a photographié les mains d'une ténor, par exemple. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'une ténor, ça n'existe pas. Comment il faut dire ? Voilà, c'est une voix d'homme, le ténor. Ah, bon, alors, alto, les mains d'une alto. Excusez-moi pour cette erreur. Donc cet intérêt pour les mains, il va aussi s'étendre aux États-Unis, chez les tenants du style documentaire américain, qui sont venus bien souvent apprendre, en tout cas découvrir ce style, notamment par l'œuvre de Jane Adjet. Donc le premier exemple, c'est Bérénice Abbott. Bérénice Abbott, elle vient en France. Elle découvre le fond photographique de Jane Adjet, elle le ramène dans ses valises aux États-Unis. Gros succès aux États-Unis, on redécouvre l'œuvre de Jane Adjet et elle s'autoproclame finalement l'élève de Jane Adjet. Et en 1927, elle réalise cette photographie des mains de Jean Cocteau qu'elle ramène aux États-Unis et qui va connaître là-bas un grand succès. Elle est largement diffusée, cette photographie. Le grand tenant de la photographie documentaire américaine, c'est bien sûr Walker Evans, qui lui aussi va réaliser des portraits de mains, notamment ici les portraits d'un poète américain, donc en 1929-1930. Là où ça devient intéressant pour nous dans le cadre de cet intérêt qu'on porte aux paysans aujourd'hui,
c'est que la Farm and Security Administration, qui est une grande mission photographique lancée par Roosevelt dans les années 1930 pour relancer l'effort économique du pays et notamment documenter une situation des paysans qui est catastrophique à l'époque. Il y a une grande famine aux États-Unis et les paysans sont les premiers à être touchés. Il y a une vingtaine de photographes américains, dont Dorothea Lange, dont j'aime beaucoup les photographies. Énormément. Mais le premier à avoir été commandité, c'est Walker Evans. Vont photographier les paysans. Et Russell Lee, qui fait partie de cette équipe, va ramener cette photographie des mains d'une paysanne. Donc cette photographie, pour la petite histoire, là c'est vraiment les trucs de geeks, de chercheurs, entre guillemets. Cette photographie, on la retrouve dans tous les ouvrages de Pierre Bourdieu. Dès qu'il parle de photographie, il met systématiquement cette image. Pour nous parler, par exemple, de la perception de ce qui est art et de ce qui n'est pas art dans les différentes classes sociales. Il se sert de cette image. Dans un art moyen, il se sert de cette image. Donc c'est vraiment une image qu'il affectionne. Donc je trouvais intéressant aussi de vous la montrer aujourd'hui. Donc ce thème de la chironomanie est vraiment plébiscité à cette époque-là et je trouvais intéressant que Maurice l'ait choisi aussi, peut-être pour d'autres raisons. Mais Bérénice Abbott résumait un petit peu cet intérêt en disant « On apprend plus de choses sur le modèle que si l'on avait vu son visage. Toute l'histoire d'une dure vie de labeur est écrite ici, dans la texture de la peau, l'étoffe ternie, terre paysanne, faite chair humaine. » Donc là, elle parle de la photographie d'avant que je vous montre. Donc c'est vraiment le genre d'argument récurrent à l'époque. La main conserverait finalement mieux que le visage les traces laissées par la vie. En tout cas, elle le ferait mieux que le portrait facial. Et en art, c'est particulièrement intéressant parce que ça nous donne à voir quelque chose, en tout cas à déchiffrer. En tant que regardeur, on est amené à déchiffrer quelque chose devant ces photographies de main. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est très bien. D'accord. Le troisième type de photographie qui m'ont intéressée dans l'œuvre, entre guillemets, je ne sais pas si tu es d'accord que je dise ça, de Maurice, ce sont les photographies d'architecture vernaculaire. C'est pareil, c'est quelque chose, c'est un courant qui a été beaucoup plébiscité par les photographes documentaires, notamment les photographes américains, dans cette mission de la Farm and Security Administration. Et donc, j'en ai retenu 3 chez Maurice. La première, c'est cette charpente du compagnon. Tu veux nous en dire un mot ? Oui, c'est un homme qui est arrivé il y a 180 ans dans un petit village de la campagne gersoise et qui a demandé qu'on lui trouve tous les voisins pour bâtir cette charpente. Il était compagnon, mais compagnon du devoir, et il fabriquait des charpentes de bateaux l'été vers l'océan, c'est-à-dire vers le Pays Basque. Et il fabrique une charpente avec des entretoises qui renvoient la force pour ne pas que tout éclate. Et j'y vais avec un ami qui est architecte, et il me dit « Mais Maurice, il s'est trompé, cette charpente, il ne peut rien y avoir, c'est un 4 toits, un 4 pentes, et il ne peut rien y avoir. » Et la dame nous dit, les hommes sont en train de faire la sieste, ce qui est important, même pour moi, et montez, vous la regardez, et vous me direz ce que vous en pensez. On y monte, on est ébloui. Alors, ils l'ont fait sur des foraines. Les foraines, c'est des briques de 30-40, et il a dessiné sur les foraines sa charpente, et il s'est fait porter le bois. Il l'a préparé comme il fallait. Il y avait des gens qui savaient raboter le bois, scier en long, c'est-à-dire avec des scies qui sont dans le sens du long. Et il a fait une charpente absolument extraordinaire, alors qu'on ne le croit pas de dehors. Et c'est bien qu'il y ait eu un homme qui soit déplacé pour faire du travail pendant l'hiver, être à l'abri et arriver à faire ce travail. Mais belle, elle est parmi les plus belles. Et il y en a qui tombent parce qu'on laisse tomber les maisons, et c'est ça. La désertification, c'est catastrophique. La deuxième image, c'est celle de ce puits là. C'est un système de puits particulier. Ce qu'on appelle, allez, je bloque. Au Pays Basque, non, au Pays Basque, allez, je déconne. Ce qu'on appelle en Égypte. Oui, d'accord. Oui, c'est presque pareil.
Si je vous le dis pour le dictionnaire, j'en ai rien à foutre, je suis pour le gascon, alors je vous le dis en gascon, une canleu. C'est un puits qui balance et il y a un seau d'un côté avec un contrepoids dans le seau, c'est-à-dire du sable, et de l'autre côté le bassin. Et là, la bonne femme est en train de tirer de l'eau pour ces choses. Juliette, elle s'appelle ça, je le sais, c'est pas en français. Et elle est en train de tirer l'eau. Et une canleu sert à économiser la peine, mais dans le sens de l'effort autarcique, de l'effort à l'allemand. C'est très bien. Et la dernière image que je voulais vous montrer, parce que vraiment cette architecture vernaculaire, c'est le premier intérêt que porte Walker Evans dans sa démarche pour la Farm and Security Administration. On retient surtout son travail de portrait, hein, on a tous vu la famille Bureau, etc. Mais la première chose qu'il a aimé photographier, c'est cette architecture locale, notamment les maisons des métayers, mais on voit aussi un certain nombre de dispositifs agricoles hein, qu'il a photographiés. Donc c'est pour ça que je vous montre ces images. À mon avis, elles y font vraiment écho. La dernière photo de Maurice que je voulais vous présenter dans photographie, dans cette section-là, c'est celle-ci. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bien sûr, c'est un couple extraordinaire. C'est un monsieur qui est analphabète, qui a perdu un œil à Verdun pendant la guerre de 14, qui est analphabète parce qu'à 9 ans, il a été obligé d'aller travailler, garder les vaches. On lui payait, ils étaient d'une famille nombreuse et pauvre, très pauvre, et il gardait les vaches pour le repas et pour le gîte. On le faisait coucher dans la paille de l'étable, on appelait ça la crampe de bailette, ou le crampette, la petite chambre du domestique. Il dormait avec les vaches, s'il y avait une vache qui avait un problème, on l'appelait. Julien était le seul à chanter dans toute l'Occitanie, dans tout le sud-ouest, à chanter avec sa femme Marie, qui était une femme merveilleuse, chanter des chants que je connais. Patapim patapum malagueño son tralalala, las filles d'autorio maitin lewado son aya aya. Je vous chanterai pas la chanson entière. Si j'avais Béatrice, elle me reprendrait pour ne pas que je tombe dans ma connerie et dans mes erreurs. Mais c'est une très belle chanson. Il le chantait à deux voix. C'est un couple qui chantait à deux voix. Et quand on dansait le rondo, qui est une danse solaire où il n'y a pas d'effet de pariade comme dans la valse ou dans les danses que je ne citerai pas, il menait le rondo. On le mettait en premier parce qu'il avait une cadence, on lui faisait l'honneur d'être le doyen, c'était bien. Mais Julien était... Et alors là, si j'avais une flèche, je vous le montrerai. Ouais, j'ai une flèche là. Il y a une flèche? Oui. Alors mets la flèche ici, s'il te plaît. Là? C'est une cheminée Renaissance avec un tambour. Alors ils ont été démolis, on y a mis des cuisinières à la place, bien sûr, c'est tellement moderne, la cuisinière. Et ils sont en train de faire cuire les châtaignes qu'ils ont ramassées péniblement. Et il y a des alcôves, il y a 2 alcôves dans la pièce parce qu'on y met les vieux. C'est pas un déshonneur de dire les vieux, on n'ose plus le dire maintenant. Le vieux, c'était la sagesse il y a quelques années. Et ils dormaient dans les alcôves, dans l'alcôve parce que là, c'est la pièce qui est la plus chauffée. Il y avait une cheminée à la souillarde où on faisait cuire l'aliment pour le cochon et on faisait cuire le cochon au besoin. Et là, il y a le tambour à la cheminée, qui est une cheminée Renaissance, qui est très belle, avec une... C'est super. Voilà. Alors, c'est super, là, tout ce que tu viens de nous dire. Alors déjà, juste pour rebondir, quand je vous disais l'art dans la vie, chez Maurice, c'est de la photographie tous les jours, mais on le voit, chez ces paysans, on chante, on danse, on a une culture d'une langue qu'on essaye de préserver. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire et c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister. Donc moi, ces 3 photos là de Maurice, elles m'ont vraiment fait penser aux photographies de Walker Evans. Donc ici, on a un enfant, mais on a aussi le feu, la cheminée. Et cet aspect aussi, finalement, pas dépouillé, c'est trop négatif, mais c'est très sobre. Il n'y a pas de superflu, en tout cas. C'est pas très bon. Les développements sont mauvais, c'est faible. Sur celle-là, là? Oui. Ouais, mais c'est parce que j'ai scanné, en fait, d'un livre, c'est pour ça. C'est vrai, ça fait pas honneur aux photographies de Walker Evans, mais j'ai pas eu le choix. Je possède pas encore des tirages, malheureusement. Vive le noir et blanc. Donc, et là, on voit aussi un aspect de l'architecture vernaculaire. Je sais pas exactement quelle était la fonction de ce truc, je sais pas, tu sais toi?
Je ne sais pas, hein, moi je ne vois pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez qu'il a enregistré aussi certaines spécificités de l'architecture locale. Et ça me faisait penser, en fait, tout simplement à la salle, comment ça s'appelle, le puits, là. La Canleo. La Canleo. Voilà. La deuxième chose qui me... avec moi. Oui, j'espère. La deuxième chose qui m'est venue en tête en voyant la photo du Cornet, notamment, avec Julien et Marie. Le Cournay. Cournay ? Oui, c'est au coin du feu. Au Cournay, au coin du feu, c'est l'ethnographie de Françoise Zonabend d'un petit village de Bourgogne qui s'appelle Minot. Et donc, elle s'est rendue sur place, elle a fait une longue enquête de terrain sur la mémoire de ce village et notamment sur les manières de vivre, les manières de faire et les manières d'habiter. Et donc, il y a toute une partie du livre, donc ceux qui sont en 3e année, j'espère que ça vous rappelle quand même quelque chose. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée à l'évolution de la maison à Minot. Donc, on est passé de 1900, on est passé d'une maison qui était fermée sur elle-même, qui donnait très peu de prise sur l'extérieur, hein, peu de fenêtres, des petites fenêtres qu'on n'ouvrait pas trop, à une maison de plus en plus ouverte dans les années 70. Et donc, cette pièce où il y a les alcôves et où il y a le feu, dans le village de Minot, on l'appelle la salle. Donc cette salle, elle a beaucoup évolué. À partir de 1914, on n'y dort plus. Elle ne sert plus de chambre, alors qu'avant, effectivement, toutes les générations sont réunies sous le même toit. On a les vieux, on a les parents et on a les enfants. Et ils cohabitent. Il y a un lit pour les parents, un lit pour les vieux, et les jeunes garçons vont dormir dans le foin, souvent. Les jeunes filles restent dormir dans la salle. Et le lit, c'est un endroit central, c'est un lieu de vie, un lieu de mort, on y allonge les morts, c'est là où naissent les enfants, etc. C'est vraiment très intéressant, les développements de Françoise Zonabend sont assez passionnants. Et donc cette salle va finalement évoluer, et comme tu l'as très bien dit, la magnifique cheminée a été remplacée par une gazinière. Donc au fur et à mesure du temps, là je vous ai mis une petite chronologie, on a un changement de cette salle, puis peu à peu carrément une dissociation. La salle va devenir une cuisine et puis on a une deuxième pièce qu'on appellera le salon par exemple, qui va être réservée aux gens de l'extérieur qui viennent. Laisse tomber. Ouais, c'est difficile. Donc à partir des années 70, finalement la cuisine sort de la salle et elle devient le nouveau centre domestique. C'est l'endroit où on met le poste de télé, donc très important, la grande toile cirée avec des fleurs, hein, les motifs fleuris. D'ailleurs, on n'a pas rebondi dessus tout à l'heure, mais on voyait sur les photographies de main les motifs de la robe de la personne. Des fleurs et des soleils. C'est quelque chose qui est important. Donc voilà, la salle devient un espace de réception et on a un glissement sémantique qui s'opère de la salle au salon. Donc ce qui est très intéressant dans cette histoire de salle qui évolue, Françoise Zonabend nous dit que la salle, autrefois, c'était un espace total, tout s'y passait, s'y tenait, s'y faisait. Elle figurait un monde replié sur soi, à l'image même des groupes villageois. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant 1914, le groupe villageois vit en autarcie. Hein. Le village est fermé sur lui-même, on y produit à boire, à manger, pour se vêtir, pour l'éducation, pour l'église, tout est en autarcie. Une première rupture intervient qui sépare vie publique et vie intime, dorénavant cachée à ceux qui ne font pas partie de la maisonnée. Et la seconde rupture dissocie lieu de convivialité et lieu de sociabilité. Donc c'est le passage entre la salle qui devient un salon et la cuisine qui devient l'espace de vie où on se rassemble tous les jours, où on mange, où on regarde la télévision, où on discute. Et donc finalement, c'est le modèle bourgeois qui a définitivement conquis la campagne avec cette dissociation des lieux de vie et des lieux de convivialité. Donc voilà pour cette partie sur l'architecture vernaculaire. Tu voulais rajouter quelque chose, très bien, non très bien. Donc le quatrième aspect dont je voulais vous parler, c'est la place des jeunes, mais finalement en regardant les photographies de Maurice, j'ai plutôt penché pour la place des femmes. Vous n'êtes pas surpris, j'imagine. Donc, la place des femmes chez les paysans, c'est quelque chose qu'il faut évoquer. C'est une place qui a aussi beaucoup évolué. Hein. On est passé d'une femme de paysan à agricultrice. En tout cas, c'est une évolution qui s'est faite sur le temps long et pas sans difficulté, ça c'est sûr. Donc, je voulais vous montrer deux photographies. La première, c'est Magali, la bergère d'Ariège. Tu veux en dire un mot, Maurice ? Non, pas du tout. Je l'ai rencontrée. Je vais à une foire qui est magnifique, qui est
Vous regardez à droite, c'est la montagne, vous regardez à gauche, c'est la montagne, derrière, c'est la montagne, devant aussi. Et cette foire est à travers ces murs de pierre, et c'est magnifique. Vous retrouvez les bergers, et la dernière race de bergers qui existe, parce qu'ils n'existeront plus. Ils arrivaient à pied. Autrefois, j'ai photographié la dernière année où le troupeau est monté à pied à travers la porte fortifiée. Et elle est d'Hersey, le village où on ferrait les ours. On ferait les ours qui partaient en Amérique et ailleurs pour les faire danser sur la place du village. Et elle a fait son métier, elle était bergère municipale. Elle avait un beau chien, un border, parce qu'autrefois ils avaient des labris, et puis le labri a été dépassé par le border, qui est comme un renard qui avance, qui suit les bêtes, qui a la folie de garder les bêtes. Puis elle a arrêté parce qu'elle a eu un enfant. Elle a eu raison. C'est une question qui nous intéresse d'ailleurs, parce que la trajectoire des femmes dans l'agriculture, elle devient compliquée à partir du moment où il y a des enfants. Bien souvent, voilà. C'est un frein à cette activité. La deuxième, c'est cette bergère à la foire. Donc, oui, tu m'as dit que le tirage n'était pas très bon. Ah non, celui-là, il n'est pas très bon. Ouais, désolé. C'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je n'aurais pas dû te donner une photographie comme ça. Mais cette bergère, tu m'as expliqué un petit peu l'histoire. Ah oui, très bien, parce que serrez-vous, elle leur crie. Et c'est la brebis qui pèse 50 kilos, elle le porte comme un bébé, comme ma fille, son bébé de 6 kilos. Elle le porte dans les bras et elle ne me regarde pas. Et c'est ça qui est bien. C'est que vous avez une distorsion entre la bergère qui regarde, qui n'y arrive pas à un accident, avec cette lourde brebis, et la brebis qui est portée comme un enfant qui regarde le paysage, avec cette patte qui est tendue. Alors ça, c'est une idée qui est très intéressante et qui nous rapproche finalement de la sociologie des paysans, et notamment avec une boîte à outils gender, on va dire. Il y a certaines sociologues qui se sont intéressées au travail des femmes dans l'agriculture, et c'est assez compliqué parce que jusqu'à récemment, il n'y avait pas de statut reconnu pour les femmes dans l'agriculture. Elles étaient épouses de paysans, mais leur travail n'était pas reconnu en tant que tel, ni par les impôts, ni par la sécurité sociale, etc. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, au sein de ces études sur les paysannes, le rapport à l'élevage des bêtes est très intéressant. Il y a un rapport qui est genré aux bêtes. Ce que nous dit Michel Salmona, donc qui a vraiment beaucoup travaillé sur les paysannes en France, dans un article qui est vraiment magnifique, que je vous recommande, qui s'intitule « Des paysannes en France, violence, ruse et résistance ». Elle nous explique finalement que l'attitude par rapport aux pratiques de soins des femmes est très différente de celle des hommes. Et on a quelque chose qui va s'apparenter à des rapports de maternité finalement par rapport aux bêtes. Ça va devenir très difficile de se séparer d'une bête qui est malade ou qu'il faut envoyer à l'abattoir ou je ne sais où. En tout cas, il y a des liens qui se développent comme ça et qui sont certainement à mettre en lien avec le fait que les paysannes peuvent avoir, en tout cas les agricultrices peuvent avoir des maternités, en tout cas des expériences en tant que mère complexes, puisque les moments de la vie agricole coïncident en général avec ceux de la vie de famille. La traite des vaches, par exemple, c'est le lever des enfants, le coucher des enfants. C'est exactement au même moment. Donc c'est très compliqué pour ces femmes de trouver un équilibre entre leur vie de mère et leur vie d'agricultrice. Donc je vous ai mis ici une citation. Je ne sais pas si je vais la lire parce qu'elle est très longue finalement, mais la phrase de la fin est très intéressante. Elle nous dit « Les femmes transfèrent des pratiques, des savoirs affectifs propres à l'élevage humain ». Et donc ça, c'est une idée centrale dans le travail de Michel Salmona. Et ça c'est très bien illustré dans le film « Les chèvres de ma mère » qui est sorti récemment, qui est l'histoire de la transmission d'un troupeau entre deux femmes et qui n'ont justement pas le même rapport à l'élevage, au travail de l'agricultrice, mais aussi finalement le rapport aux bêtes, avec une femme qui doit transmettre son troupeau, qui a du mal à se séparer de ses bêtes. Elle s'y est beaucoup attachée. Voilà. Donc ça, c'était une idée. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est donc que la place des femmes dans le monde rural et particulièrement dans l'activité agricole est très compliquée. Elle se complexifie d'autant plus qu'on n'est pas issu du milieu paysan. Donc c'est le cas par exemple de Amandine, qui est la femme qu'on voit ici. Ça, c'est issu de Profil paysan, c'est tiré de Profil paysan de Raymond Depardon. Le dernier film qui s'appelle La vie moderne, qui est sorti en 2008,
Donc sur les 3, c'est le dernier. Et cette jeune femme, on la suit depuis le début des années 2000. Elle essaye de constituer un cheptel de brebis, mais elle n'y parvient pas. D'une part, de par son genre, elle est une femme, son mari travaille en ville, il est fonctionnaire, il me semble. Et elle a cette passion pour ce métier depuis qu'elle est jeune. Elle n'est pas issue du monde agricole, elle n'a aucun lien de parenté avec des agriculteurs, mais elle va faire la formation qui est aujourd'hui obligatoire, même pour un fils d'agriculteur qui aura passé toute sa vie sur une exploitation, qui travaille avec son père depuis ses 15 ans. Il doit aller faire une formation reconnue par l'État français pour devenir agriculteur français. Elle va faire cette formation et le jour où elle est diplômée et où elle veut constituer son cheptel et trouver une ferme pour élever ses brebis, eh bien elle n'y parvient pas. Elle se heurte finalement à des paysans qui partent à la retraite, qui ne veulent pas léguer leur maison, leur domaine à une femme, et qui plus est à une femme qui n'est pas issue du monde agricole. Donc il y a ce double soupçon finalement qui va peser sur elle, et il lui manque ce capital symbolique qui est immatériel de savoir-faire, qui sont pensés comme tels en tout cas. Elle a beaucoup de mal à constituer son cheptel, et puis la maternité survient, et donc un peu comme dans le cas de Magali, elle va finalement laisser tomber ce rêve, cette passion pour les bêtes petit à petit, puisqu'elle voit qu'elle n'arrive pas à obtenir ni les crédits, ni les maisons, ni les animaux, et qu'elle n'est pas dans les bonnes conditions, et que son activité de mère, finalement, lui prend beaucoup de temps. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu ce propos. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, c'est 2 choses. Oui. Et sans te contredire, autrement on me prendrait pour un rebelle. La première, c'est qu'elle ne connaît pas ce que c'est notre région, qui était complètement différente, puisqu'elle est bien en avance. C'est la croisade des Albigeois qui a crevé notre pays, c'est-à-dire que les seigneurs français sont venus du côté d'Albi, et toute la région, Montségur et tout ça, que tout le monde connaît, Pays-Ropertuse, ce qui veut dire la pierre trouée. Bon, c'est une petite fleur dans notre système, ça ne change rien. Mais ils sont venus alors qu'on avait un système très avancé qui correspondait aux Sarrasins d'autrefois, qui ont habité notre pays. Et les femmes avaient une place très importante dans notre région. C'est-à-dire, il y a une chanson qui dit « La complainte des héritières », on y avait une loi qui a disparu avec la Révolution, que les femmes ont une place en or. Et c'est elle qui donne les conseils quand on achète ou qu'on n'achète pas, qu'on vend ou que l'on ne vend pas, ceci et cela. La femme était sur une place. Et ce qui reste maintenant, ou qui restait, puisque ça ne compte plus, elle avait l'usage de toute la volaille et de la basse-cour pour avoir une caisse à elle. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la femme n'est pas la femme que l'on dit... et comme on voudrait bien, en 1900 et quelques, et vous le savez, est écrasée par l'homme, ce n'était pas le cas chez nous. Elles avaient une place qui était très discrète, très en contrepoint, mais qui existait. Et les héritières de l'Ariège et tout ça avaient maintenu leur droit d'aînesse pour hériter de la propriété. Et on était chez soi à partir du moment où, par exemple, le gendre venait, et il n'était que gendre, et il était plus écrasé que la femme qui était nord, c'est-à-dire qui était belle-fille. Voilà. Ça, je veux le dire que ce n'est pas comme chez mon voisin, de l'autre côté de la Loire. Oui, de l'autre côté, c'est plutôt le contraire, la belle-fille qui est écrasée. Peut-être ajouter quelque chose et donner un peu d'espoir par rapport à ce portrait assez pessimiste, parce que il y a un salon d'agriculture cette année qui a lieu tous les 2 ans à Chalon. J'ai pu interviewer des jeunes femmes, et justement c'est un peu le contraire. Je pense qu'il y a des aides aussi qui sont données à celles qui veulent s'installer, mis de côté l'aspect financier comme ça. Et ce sont des jeunes femmes qui s'occupent beaucoup, justement, enfin qui aiment beaucoup ce qui est côté élevage, s'occuper des bêtes et les chèvres surtout, les moutons, les brebis, etc. Et elles arrivent à trouver cet équilibre justement entre famille, enfants. Alors le statut de la femme qui est l'épouse d'un agriculteur est déjà un peu plus reconnu aussi aujourd'hui. Je sais pas si on... Non, aujourd'hui, maintenant c'est fini ce statut. Le travail d'une femme qui se met en association avec son mari est possible. Mais ça l'était pas il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, c'était pas possible. Non, voilà. En fait, l'extrait datait de 2006 ou 2010.
présenté faisait penser que voilà, c'était comme ça. Donc je voulais dire que voilà, il y a tout de même d'autres. Oui, bien sûr. Non, mais il y a de l'espoir, mais c'est pas évident, c'est sûr. Mais Merci. malheur aux petits quand même, hein. Malheur aux petits, c'est ça qui est terrible. Il faut 100 hectares maintenant pour s'installer. Vous voulez rire, 100 hectares. Comment voulez-vous qu'un jeune de 25 ans qui veut être agriculteur trouve l'argent pour acheter de l'hectare le moins cher à 10 000 euros l'hectare? 10 000 euros. C'est vrai que c'est un gros problème, mais voilà, on peut voter Europe Écologie. Ils défendent justement l'agriculture paysanne. Cette année, l'ONU avait pour thème l'agriculture paysanne dans le monde. Il y a aussi des actions qui essayent de défendre. En Bourgogne, on essaye de défendre le circuit court. Il y a des jeunes qui s'installent. Bon, il y a des choses à faire. La MAP est un système extraordinaire. Les Japonais nous ont fait un cadeau extraordinaire. Moi, j'ai un gosse qui vit avec 4 hectares de terre. C'est magnifique. C'est un artiste dans son jardin. Et il fait vivre 35 familles avec des légumes d'une qualité extraordinaire. Et combien il y en a qui peuvent faire ça? Combien il y en a? Moi, j'ai vécu sur 9 hectares de terre, 4 enfants. Vous voulez rire? Parce que mon père était arboriculteur. Mais voilà. Et de plus en plus, on serre les boulons. Et maintenant, on est obligé de pucer les brebis et les chèvres. Et si vous n'avez pas la puce, qui est le système le plus abominable, on nous sera pucé nous aussi un jour. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Eh bien, si vous mettez une puce, les bêtes ont perdu leur nom. Et il le sait, Bruno, depuis qu'il allait, lui, dans les étables, maintenant on met des boucles aux oreilles et les vaches n'ont plus de nom. Et l'inséminateur a fait le malheur aussi. Il a accepté qu'on prenne les numéros des bêtes des oreilles alors qu'elles avaient un nom. Elles s'appelaient Marquise, Samba, ceci, cela. Et elles avaient des noms. Et souvent le nom de la rivière ou le nom de la colline à côté. Ou le nom de jeunes filles, comme le vieux paysan là chez Pierre Bourdieu, il donnait les noms de jeunes filles. Mais on le voit bien aussi chez Raymond Depardon. Là, je vous ai montré la séquence au tout début. Donc de ce vétérinaire qui vient mettre les bagues là dans les oreilles des vaches. On voit après un jeune agriculteur qui fait le point entre les numéros et les noms qu'il a donnés à ses vaches. Et c'est que des noms de jeunes filles, quoi, des noms. C'est assez marrant comme séquence. Et il donne même le nom de sa femme et de sa fille à une de ses vaches. C'est pour vous montrer que c'est... Voilà, le rapport aux animaux, il est vraiment central. C'est une passion pour les gens qui aujourd'hui élèvent des bêtes. C'est une passion, c'est un amour des animaux. Et alors, dans le film, là, Il a plu sur le grand paysage, il montre une séance de traite de vaches avec un robot. C'est complètement robotisé. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais même la vache, elle regarde, elle ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un robot qui vient sous le pis de la vache et qui scanne. Il y a 10 petits lasers rouges qui scannent comme ça pour trouver le pis et hop, monter dedans, rentrer. T'as déjà vu ça, Maurice? Non, bien sûr, je l'ai vu, mais ça ne change rien. Pour moi, c'est l'abomination, comme les tracteurs laboureux, avec 9 charrues, 3 devant ou 4 devant et 5 derrière, avec le GPS, il n'y a plus besoin d'un pilote. Non, mais... Pour finir, les dernières photos, comme ça on aura aussi un petit temps d'échange, Maurice il tient beaucoup et moi aussi. Les dernières images que je voudrais vous montrer, c'est des portraits d'hommes au travail. Donc encore une fois, ça nous fait revenir à Auguste Sander et notamment à la question du travail de la pose. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu faisais pour prendre ces photos, parce qu'on voit bien ici que cet homme n'est pas en train de passer la sulfateuse, mais il s'arrête, il te regarde et il fait rien d'autre que poser pour ton appareil. Ouais, et le deuxième exemple, c'est un peu un contre-exemple. C'est lui qui est en train de se faire couper les cheveux. C'est le même homme qui passe la sulfateuse, là, il est en train de se faire couper les cheveux. Mais le deuxième exemple, c'est celui-là, où on a un homme qui est au travail, on a les gestes de son travail, il est là, sa posture, etc. Ses manières de faire, d'ailleurs, ils sont dehors, en train de se faire couper les cheveux dehors. C'est son voisin qui coupe les cheveux à son premier voisin. Voilà. Donc ça me faisait penser finalement à deux photographies d'Auguste Sander. Donc la première, c'est celle des forgerons. Donc ces forgerons qui posent avec leur outil de travail, qui soutiennent le regard photographique, hein, qui sont vraiment concentrés sur le travail du photographe, le travail de la pose, et cette fierté dans le regard surtout de celui-là. On sent vraiment cette fierté d'être photographié. Et le deuxième exemple, c'était plutôt par rapport au coiffeur. On a ici le peintre qui ne regarde pas directement l'appareil, qui est en train de faire son travail, alors que le modèle, lui, nous regarde. Est-ce que tu peux donc nous en dire un petit peu plus là pour
pour terminer, sur la manière dont tu faisais tes photographies. Est-ce que tu demandais aux personnes de poser ou bien tu préférais faire des instantanés? Comment tu faisais? Je ne les faisais jamais poser. Je restais 1 heure et j'attendais le moment où je le trouverais. Cet homme qui a une vigne de noix, le noix, c'est un plant qui a été interdit parce qu'il faisait une boisson éthylique. J'ai un ami, il y a 3 plants dans une vigne, sur 3 hectares, sur 3000 pieds, il refuse de boire du noix parce qu'il y a 3 pieds. C'est fou, quoi. On se demande si c'est possible. Bon, et bien lui, il a une vigne de noix et il s'arrête. Et j'ai une photographie où il est avec son beau-père. Ils sont en train de ranger des bûches et vous ne savez pas qui c'est le plus le beau-père et qui c'est le plus le gendre. Et c'est fou qu'ils aient cette ressemblance, on dirait des jumeaux. Et bien sûr, il y a une petite différence là. Ntaucambario, ça s'appelle la maison, Ntaucambario. Mais cet homme, je l'ai vu travailler, je l'ai vu mourir, j'allais le voir parce qu'il était paralysé, et il me parlait, il me faisait des sourires, mais il ne pouvait plus parler, il n'avait plus de parole. Mais c'est fou qu'on puisse vivre au niveau d'une vie, que vous alliez les voir, comme j'ai vu mourir Rosa, comme j'ai vu des gens qui ont été importants pour moi, et je suis resté à avoir une relation d'amitié avec eux. Mais là, il s'arrête, tu vois, il te regarde. Oui, il s'arrête, il me regarde. C'est toi qui lui demandes ou il s'arrête spontanément comme ça? Parce comment il réagissait quand tu sortais ton appareil? Il a la chemise déchirée, j'ai mis au point fort de la photographie, dans la composition, et ça m'intéresse davantage s'il s'arrête. Oui, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, tu ne vis pas pour regarder, à faire le mouvement. Je ne suis pas un peintre où on me demande d'arrêter, je le laisse vivre, je suis son frère, là. Mais ton appareil, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment habitués, en fait, à ce que tu les photographies? Ils ne le voient plus, l'appareil? Ou comment il réagit quand tu sortes l'appareil? Je n'ai jamais eu de ma vie quelqu'un qui m'a dit « On va vous foutre un procès parce que vous m'avez photographié ». Il y en a qui me font signe à la main qui ne veulent pas que je les photographie. Pas un procès, mais par exemple, tu m'avais parlé de l'exemple de Rosa, je crois, qui tient les petits poussins dans ses mains parce qu'elle ne veut pas être photographiée. C'est pas Rosa, c'est Maria. Marianne Mougnard. Et je lui ai dit, besoin de photographier Maria. Non, à Bolipas. Maria, je veux photographier. Non, je ne le veux pas. Un temps, il placé. À Bolipas, t'as dit. Je ne veux pas, je te l'ai dit. Et dans mes canards. Alors, elle avait une caisse de canards au coin, au cornet, au coin du feu. Elle sort une poignée de canards, elle les met sur son tablier. Ces canards viennent caguer sur son tablier, elle s'en foutait. Et je la photographie avec ses terres d'amour pour ces petits canards. C'est des souvenirs terribles. La photographie, c'est terrible parce qu'on transmet des émotions que l'on prend de plein pot là, dans le cœur. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et après, on leur donne. Et alors, ils trouvent toujours à redire. Justement, c'était quoi leur réaction quand tu leur donnais la photographie que tu avais fait d'eux? Ils sont contents. Ils me donnent 12 œufs, ils me donnent un poulet. Et ils en font quoi de la photo après? Foie gras. Ah, mais je ne peux pas te le dire. Ils les font rien dire maintenant. Les petits-enfants les font rien dire. Oui, mais ceux que tu as photographiés, tu sais s'ils la mettaient dans leur salon ou s'ils la rangeaient dans une boîte? J'en ai vu quelques-uns qui les ont mis dans un cadre, dans un sous-verre. Mais les petits-enfants les font agrandir maintenant. Je suis d'accord avec toi qu'ils sont beaucoup plus attentifs à la photographie de mariage qu'ils gardent dans un livre, dans une caisse, dans une armoire. Donc ça, c'est la dernière idée que je voulais développer aujourd'hui, qui nous permet de faire un petit peu une boucle, puisque j'ai ouvert sur Pierre Bourdieu. La question de la pose dans le rapport entre le paysan et la photographie, elle est assez intéressante, et je vous le disais, le paysan va plutôt consommer la photographie plutôt que la produire, et notamment la photographie officielle de mariage. Et ce qui pourrait expliquer cela, selon Pierre Bourdieu, c'est finalement l'appréhension face à l'appareil photographique qui saisirait une vérité, une manière d'être des paysans dans une société où l'honneur est très important, où on ne veut pas laisser prise quand même sur les faiblesses. Voilà. Donc l'instantané, ça fait peur. Donc je vous lis la citation parce qu'elle est belle. Il nous dit « Il n'est pas interdit de penser que la recherche spontanée de la frontalité, donc dans la photographie de mariage, qui est très appréciée, la recherche spontanée de la frontalité est liée aux valeurs culturelles les plus profondément enfouies. Dans cette société qui exalte le sentiment de l'honneur, de la dignité et de la responsabilité, dans ce monde clos où l'on se sent à tous les instants et sans issue sous le regard des autres, il importe de donner à autrui l'image de soi la plus honorable. La pose figée et rigide,
semble être l'expression de cette intention inconsciente. Pardon pour les fautes de frappe. J'y suis pour rien. Tu n'y es pour rien, ça c'est sûr. Tout est de ma faute. Oui, Béatrice? Sur la pose, en fait, moi je l'ai vu faire. Plus fort. Et du coup, j'ai l'impression que déjà, il n'arrive pas en tant que photographe. Souvent, il arrive soit en tant qu'inséminateur, en tant que frère, en tant que. Donc il y a un rapport comme ça très, très fraternel qui s'établit. Et il prend le temps de discuter avec les gens. Et c'est vraiment au fur et à mesure de la discussion, sans leur avoir demandé, sans leur dire je vais faire une photographie, qui sort son appareil photo d'une manière qu'en fait les gens. C'est pas qu'ils se rendent pas compte, mais on est pris dans autre chose, on est pris dans la relation, on est pris dans la discussion. Et du coup, il n'y a pas cette coupure, il n'y a pas cette interrogation du je vais être photographié, c'est un photographe, c'est un appareil photo. Ça coule en fait, il fait un peu le caméléon. Et du coup, c'est un peu l'inverse. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte, ou alors ils vont dire attention, tu fais pas n'importe quoi avec mes photos. Et après, ils oublient. Et moi, j'ai vu, parce que du coup, j'allais faire des entretiens, des interviews de paysans, que souvent, c'est les enfants, les petits-enfants, qui vont avoir ou agrandir ou encadrer une photographie des anciens, parce que, justement, peut-être que sur le moment, on ne se rendait pas compte de la valeur. Et c'est avec ces photographies-là que, du coup, ça prend de la valeur avec le temps, j'ai l'impression. Ah, merci, ça c'était très complémentaire. Et ce que je peux ajouter, Béatrice, c'est que j'ai eu les critiques, pas sévères, mais fraternelles, et en même temps de maître de Jean Dieuzel, qui était un très grand photographe, qui me disait, je lui disais, tu vois Jacques, je détruis un tiers de mes clichés tous les ans pour ne garder que l'essentiel. Il me dit, tu te trompes, il te faut garder tous les clichés. Ces clichés dans 30 ans, dans 40 ans, et peut-être plus, auront autant de valeur ce que tu jettes que ce que tu gardes. Et je me suis trompé, et c'est vrai, je ne les ai plus, ces photographies, et j'ai fait une erreur. Il faut les garder, c'est pas nous qui décidons de l'essentiel, c'est la date qui correspond à l'essentiel. C'est la date. Ok. Je pense qu'on va conclure, la discussion. Voilà, on va l'ouvrir aussi. Je voulais juste faire une petite remarque parce que je pense que c'est quelque chose d'important et on l'a ressenti aussi aujourd'hui. Dans le film, que je vous recommande vraiment fortement d'aller voir, la parole est donnée aux paysans, donc chose qui n'est pas faite en général dans les médias. Donc oui, il y a L'amour est dans le pré, mais je ne sais pas si ça compte vraiment. La télé-réalité est-elle vraiment la réalité? Je ne sais pas. En tout cas, dans ce documentaire et aussi chez Raymond Depardon, on voit souvent que quand on donne la parole aux paysans, il y a une émotion très très forte. Ces gens, que ce soit des hommes ou des femmes, pleurent en général. On leur donne la parole et ils ont une grande émotion qui sort, qui ressort. Et je pense que c'est lié à plusieurs choses et c'est peut-être lié aussi au fait qu'on ne leur donne pas souvent la parole. Donc quand ils l'ont, c'est un petit peu... il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, mais ces hommes et ces femmes, ils sont quand même aujourd'hui pressés de toutes parts, de manière économique, de manière sociale. On l'a vu avec la santé, les problèmes de santé qu'ils ont aujourd'hui. Leur métier, c'est une passion, mais aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'en vivre. Il y a beaucoup de paysans aujourd'hui qui sont au RSA, ils sont endettés sur 25 ans, ils ne peuvent pas vivre. Ils travaillent 12 heures par jour, mais ils sont au RSA parce que les revenus ne sont pas suffisants. Or, leur métier et leur passion, ils ont donné une grande partie de leur vie pour cette passion et aujourd'hui, on leur dit que ça ne vaut rien, qu'ils ne valent pas plus que leur travail, qui est complètement dévalorisé avec des prix du lait qui sont absolument ridicules, pas plus que leurs bêtes qu'on leur demande de tuer. Aujourd'hui, il y a des primes, quand on abat un cheptel, ça arrive, on leur dit que voilà, tout ça ne vaut rien. Donc je pense que c'est important de garder toutes ces idées en tête et j'appellerai pas à voter à Europe Écologie Les Verts, mais il faut prendre conscience de ces choses-là à un niveau individuel et collectif. Et donc aujourd'hui, c'était aussi une tentative de tout cela, avec un acteur de premier plan qui nous a livré son témoignage et je pense qu'on peut le remercier pour ça. Et je vous remercie tous pour votre attention et j'espère que vous avez des remarques ou des questions à partager. Allez Bruno, on t'écoute. Toi qui as rencontré un inséminateur. Il y a un troisième film, L'homme à la ferme aussi, qui est très intéressant sur la dureté du monde agricole et des relations humaines et amoureuses.
C'était une fête pour toi d'avoir suivi un collègue? Oui, c'est des souvenirs. Non, mais je te demande si c'était une fête. Est-ce que tu avais l'impression qu'il le vivait comme une fête? Ah, que lui, il vivait comme une fête? Oui. Moi, j'étais gosse. Oui. Moi, j'étais gosse, donc... On le voit, un gosse, il le voit autant que les autres. Hein. Déjà, un gosse, à 8 ans, sa première assimilation... À 8 ans, tu es un grand. Tu es un homme à 8 ans. Donc, non, mais c'est la normalité. C'est tout le problème de savoir ce qui est normal, pas normal, comment on peut passer de, je sais pas, 10 millions d'agriculteurs en 30 ans à 1 million, qui est responsable. Bon, c'est bien de regarder, ça c'est la sociologie a cette capacité à nous montrer des choses, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on voit des solutions, après c'est dans la vie. Chacun, il faut effectivement qu'on soit un peu plus conscient et un peu plus acteur et pas spectateur. Allez, parlez-nous de ce que vous avez ressenti. On attend votre point de vue, ça nous intéresse. Ah, ça y est, elle a réfléchi. Mon point de vue, c'est une petite question par rapport à vous. Parle fort, je te prie. Parle plus fort. Est-ce que vos enfants sont agriculteurs? Mais j'en ai un qui est jardinier et qui est une AMAP. Une AMAP, c'est une association de maintien aux petits propriétaires et qui a une hernie discale et qui fait un métier très dur. Tu sais, les paniers bio, les trucs... Mais c'est un artiste, là, son travail. C'est bien. Je suis fier de l'écouter comme un professeur. D'autres, s'il vous plaît. Allez, faites pas les timides. Ouais, Elliot. Tu fais encore de la photographie? Oui, bien sûr, tu veux rire tous les jours. Et là, je photographie les insectes. Je photographie la nature. J'appelle la terre-mère. J'aime beaucoup le mot indien là-dessus. Oui. Je travaille le plus en argentique, mais je me sers du numérique pour faire... Je mets par exemple mon numérique à 320 ISO, je fais une ou deux photographies, je contrôle si le temps correspond, mais pour moi, la photographie, la plus importante, c'est l'argentique. J'ai un appareil F5, c'est une merveille, c'est le plus bel appareil de ma vie. Mais c'est bien. Et je reviens, je suis ébloui. J'ai été entouré par les chants d'oiseaux, j'ai été... je ne sais pas, il n'y a plus d'insectes, il y a pas 5% des oiseaux qui ont disparu, qui n'existent plus par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans. 5%. Et il reste 5%. Voilà, ouais. Il reste 5%. Et j'ai une énorme usine de 120 ouvriers qui fait du pop-corn. Et depuis 15 ans, les insectes, là où il y en avait 10, il en reste 2. Et ça, c'est... Nos amis agriculteurs en sont largement responsables. Mais c'est le pouvoir, on leur fait faire des produits de saloperie, qu'est-ce que tu vas faire? Le jour où on foutra un frein, tout est politique maintenant, tout est politique, qu'on crève les petits, c'est politique, c'est pas le hasard, que ce soit la gauche ou la droite. Dans le film, il y a un agriculteur qui explique que son père était passionné par les Américains, et donc il était cultivateur, il a beaucoup utilisé le DDT, et il s'en servait même sur la tête de son fils pour tuer les poux. C'est assez... voilà. Ouais. Il a encore des cheveux, le monsieur, mais c'est étrange. Ouais, Marie? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec des gens qui, par exemple, vous accusaient de voyeurisme ou ce genre de choses? Jamais, jamais. Sur le marché, n'importe où, quand je rencontre des gens de mon pays, de ma race, de ma fraternité, jamais de problème. Jamais. Mais est-ce que, parce que vous photographiez uniquement les copains, la famille... Mais non, pas du tout. Je photographie les gens qui m'aiment et que j'aime. Et ça, on ne peut pas me le sortir. Ça, tu photographies aussi les rassemblements de culture gascogne et tout, non? Les danses, non, pas du les tout. machins? Non, je ne photographie que le monde paysan. D'accord. Si je peux me permettre, par exemple, si tu vas à la foire de Tarascon, donc oui. où tout le monde ne va pas forcément te connaître comme si tu es dans le Gers chez toi. Tu prends des photographies, ça arrive, qu'il y ait quelqu'un qui se dise mais c'est qui celui-là? Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut arriver en première réaction. Ce qu'il y a, c'est que dans l'échange qui est après, en fait, tu vas t'intéresser à ses bêtes, tu vas t'intéresser à son travail, tu vas lui montrer que tu as des connaissances, que tu as une fraternité, encore une fois, qui fait que ça désamorce la chose. Et c'est encore une fois comment on se place, mais même si vous faites de la peinture, de la photographie, comment vous vous placez par rapport à la personne. Si vous vous placez en observateur extérieur, ça va se sentir dans la relation, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'est jamais en observateur extérieur. Enfin, moi, il est sur le terrain, il est situé sur le terrain, c'est sûr, il est acteur. Même quand il ne connaît pas les gens, même s'il n'a même pas eu le temps de parler avec eux,
se désamorcer après par la fraternité qu'il y a dans l'échange, en fait. Dis-moi si je me trompe. Ouais. Et les plus belles vacances que l'on passe, je parle pour ma fille aussi, on va les passer en montagne d'Ossau, du côté de Pau, dans le Béarn. Et j'accoste les gens et je leur parle gascon, je leur parle béarnais, ils me répondent, ceux qui me répondent, les autres me disent je ne sais pas. Mais la moitié des gens en montagne ont gardé, à partir d'un certain âge, et on va dans une famille, il y a 4 gosses et les 4 parlent béarnais parce qu'ils sont passés dans une calandrette, une école où ils sont imbibés de leur langue. Et après ils l'ont. Et on est allé à l'enterrement d'un petit de 20 ans qui est mort d'une tumeur au cerveau. Et il y avait la moitié d'une vallée, de la vallée d'Aspe et l'autre moitié de la vallée d'Ossau qui sont venus à l'enterrement. Et c'était extraordinaire. Ça a été Béatrice a dit, qu'est-ce que je suis contente d'être là. Marie, tu as une question? Du coup, quand vous avez commencé à photographier, les gens, c'était pas un peu, je sais pas, curieux ou ils trouvaient pas ça bizarre, c'était pareil, parce que j'imagine que c'était pas forcément très répandu. Je ne fais pas ça. Non, mais par exemple, en fait, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes dans tes contacts qui faisaient de la photographie? Est-ce qu'ils ont été... Non, il y en a très peu. Il y a des gens qui sont avec leur petit compact, pim pum pam, ils font 100 photographies pendant que j'en fais 2, mais ça c'est autre chose. Ils n'ont pas compris que la photo... Je vais vous dire la parole de Jean Dieuzel, la première fois que je suis allé chez vous, jeune homme, ne faites pas de la photographie pour votre plaisir, faites-les pour l'honneur de la photographie. Je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue. Et ça a une autre valeur que d'appuyer sur un bouton et de faire 50 photographies pour rien. Il faut aller au plus fort. Mais encore une fois, là si je peux me permettre aussi, je pense aussi qu'il peut être vu au début comme un hurluberlu, passer, je sais pas moi, 5 heures pour essayer de prendre en photographie un nid d'oiseau à 11 mètres d'altitude, même les photographies des paysans, il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi, c'est quoi. Sauf qu'à un moment donné, quand quelqu'un, à chaque fois qu'il fait des photographies, il les donne aux gens. C'est-à-dire que vous ne venez pas en truc humanitaire, prendre 2 photos, vous en allez, vous êtes content. À chaque fois, il les donne aux gens. À chaque fois, il donne toujours ses photographies aux gens. Et en plus, il est là depuis des années. Donc si on reste 30 ans dans le même village et qu'on donne les photographies à tout le monde, au bout d'un moment, ça fait partie du paysage. Je vous souhaiterais à tous de venir à la foire de Tarascon. C'est extraordinaire. Vous ne le ferez pas parce que ce n'est pas dans votre vie. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez des gens, vous ne les verrez plus dans 30 ans. Et vous y êtes pour témoigner de ça. Et les photographies de Sanders, que je trouve admirables, j'ai un livre de 600 photographies de Sanders. Il y a une photographie d'un jeune nazi qui a 18 ans et qui porte la haine du monde. Et dans ses yeux, c'est un tueur déjà, à 18 ans. On l'a formé pour ça. C'est terrible que Sanders ait eu le courage de faire cette photographie. Le monde nazi, il n'y a rien de pire. Je suis en train de lire Le chercheur absolu de Théodore Monod. Je vous souhaite de le lire. C'est d'une beauté extraordinaire et il vous parle de la culture allemande qui est le sang du pouvoir, de la race. Et même si la race est ceci et cela, c'est la race. Mais ce n'est pas vrai. Et ma gosse me le dit chaque fois, il n'y a pas de race, il y a une humanité, c'est tout. Ou une déshumanité. Et ça, c'est terrible. Et que Sanders ait pu le dire avec ses photographies, c'est terrible. Alors, moi, si je n'avais qu'une photographie, c'est de ce jeune nazi qui porte la tuerie dans les yeux. Et il n'a pas 20 ans, c'est sûr. Ça, et il fait le contraire de ma photographie. Sanders, il fait des photographies, il leur dit, mettez-vous là, je vais vous photographier. Il les met en représentation et il les photographie. Et moi, je ne le fais jamais, ça. Mais j'aime cette différence qu'il y a entre lui et moi. Et je suis très fier d'avoir ce livre et d'avoir connu les photographies de Sanders, parce qu'elles m'ont permis de faire autre chose à ma façon. Et je peux en parler chez vous. Quand vous avez commencé ce travail sur la paysannerie, etc., est-ce que l'œuvre de Rouquier, vous l'aviez découverte ou c'est arrivé plus tard? De quoi Georges Rouquier. Ah, Rouquier, oui, c'est formidable. Les 4 saisons, c'est terrible. Ça, c'est quelque chose que vous avez découvert quand? Moi, tu sais, je ne regarde pas derrière. Je regarde devant, je regarde ce que je fais, je regarde que je suis avec vous et que je suis heureux. Et que j'essaie de faire passer un message de monde que l'on est en train de perdre. Et nous sommes là pour regarder ce monde qui est en train de perdre et faire essayer que, même s'il n'y a qu'une petite flamme, ça serve à le respecter et à l'aimer. D'autres questions, s'il vous plaît? Allez, qui
On vous écoute. Pour la fin. Et toutes ces photos, vous les avez, enfin je veux dire, il y a des archives? Non, je suis un salaud, je suis un désordonné. Et je dis pas que... Mais tu as publié des livres. Et je dis pas que j'en suis fier, mais j'ai eu la chance de faire des expos en Italie, de faire des expos en Amérique, de faire des expos en Suisse, et pourtant je suis absolument pas un voyageur de commerce, pas du tout. Hein. Je sais pas le faire. J'en prépare une pour la Suisse maintenant, j'ai rencontré des gens fabuleux, et la photographie est quelque chose de magnifique, parce qu'elle témoigne de notre émotion, de notre sensibilité, et j'ai rencontré de pardon. C'est un homme que je n'aime pas comme photographe parce qu'il est imbu de lui-même, de son moi, de son ego. Et il faut, je ne sais pas. Enfin, par contre, il y a des photographes que je respecte. Willy Ronis, c'est magnifique, et tant d'autres, et Niepce, Janine Niepce, qui ont su parler. Mais je pense qu'il faut essayer de... C'est délicat ce que je dis, mais tous ceux qui ont fait du travail photographique sur une commande ne peuvent pas arriver vers la vérité. Ils n'y sont pas, parce qu'on leur a commandé. Et ils veulent gagner du pognon. Et j'ai eu un ami qui était médecin qui m'a apporté beaucoup. Il m'a raconté par exemple que tu vois Maurice, je suis insomniaque, je me réveille la nuit, je lis. Bon, je lis qu'on voit un rat dans une maison à la campagne, il y en a 100 ou 150. Ils sont organisés, ils vivent, on ne les voit pas. Ces 150 rats, tu les mets dans une grande pièce aussi grande qu'ici, tu trouves qu'ils se volent, ils se violent, ils se droguent, tu trouves tous les drames de la vie en ville. Et nous, on ne l'a pas. On est à la campagne. J'ai un ami qui est italien qui m'a dit, mais Maurice, on est les plus heureux du monde. On mange bien, on n'a pas on vit en république, on vit en démocratie. Et tout ça, ce sont des choses que l'on oublie. On ne va pas aller voter parce qu'on s'en fout. L'Europe, ce n'est rien. Et s'il faut voter, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Et ça, c'est bien. Et ça, on a envie de les voir, toutes vos images. Mais oui, mais on ne les voit pas parce que je m'en fous. je dis, c'est triste. Ça, tu les fais pour ceux qui sont dessus, en fait. Ouais, c'est aussi ça. Ouais, mais je me suis régalé. J'ai essayé de vous dire ce que je pensais. En tout cas, merci. On est arrivé à midi. C'était vraiment...